Pourquoi l'IA, elle est aussi bonne en éducation comme outil? Elle a un potentiel aussi énorme parce qu'elle peut te corriger beaucoup plus vite qu'un prof. C'est pas qu'un prof est mauvais, c'est qu'un prof, on lui a mis 30 à 40 élèves en face de lui. Il peut pas les corriger vite. Céline Alvarez, elle savait faire lire, écrire, compter et faire des divisions avec reste à des enfants à partir de 4 ans. Jackpot, hein, ça y est, elle a distribué un carré d'as dans la vie à ses enfants. On lui a dit, des collègues aigris à la con, hein, on dit, alors déjà Montessori, voilà, Montessori, controversé. Le système va pas changer parce qu'il a aucune raison, aucune incitation à changer. Pourquoi vous êtes aussi teubé? Parce qu'il y a aucun coût à être teubé. En tant qu'entité, en tant qu'administration, en tant que bureaucratie, superstructure, vous n'avez aucune pénalité. Salut, c'est Ibi de Tant que le soleil brille et de soleil sur toi. Et donc, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée du docteur Idriss Aberkane, que je suis déjà depuis un long moment. Et aujourd'hui, on va traiter d'une thématique qui me tient tout particulièrement à cœur, puisque c'est celle de l'apprentissage. Donc, j'ai pas mal de questions à lui poser là-dessus. Et surtout, déjà, en premier temps, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et d'être présent avec nous, du coup, aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, petit, c'est toujours un plaisir. Ouais. Moi, j'aime bien rentrer directement dans le cœur du sujet. Et la première question que j'aimerais du coup te poser, c'est comment tu définirais avec tes propres mots l'apprentissage, le fait d'apprendre? Le meilleur mot, c'est correction. Voilà. Correction, ouais. Et correction, il a plein de sens en français. Mais vraiment, la monnaie de l'apprentissage, c'est la correction. T'as un bébé qui apprend à marcher, il va tomber, il se corrige. Maintenant, en français, ça pose déjà un problème parce que correction, c'est négatif souvent. Je vais te donner une bonne correction. Je vais te corriger, c'est mal. En français, pour tout un tas de raisons historiques, sociologiques, et même récentes, sous la Troisième République, avec Ferry, etc., on a donné une connotation négative à la correction. Ce qu'on n'aurait pas dû. Hein. Ouais. Mais s'il y a bien un truc qui est nécessaire pour apprendre et qui est sine qua non, qui est insubstituable, c'est la correction. Tu veux apprendre à peindre? Faut être corrigé. Tu veux apprendre le piano? Faut être corrigé. Tu dois faire tes gammes. Tu veux faire du foot? Tu veux les temps de réaction, etc. Tu regardes la carrière de Cristiano Ronaldo, comment il a obtenu les statistiques aussi dingues qu'il a eu. Pareil pour Lionel Messi. Correction, tout le temps. Tout le temps. Et c'est à la fin que tu obtiens comme les lingots d'or, tu sais, 99,999% d'or. Donc, quand tu as un lingot d'1 kilo britannique ou suisse, il est à 5,9, 99,999. C'est ça un expert. Un expert, tu lui dis, tu vas me jouer la grande valse brillante de Chopin à Carnegie Hall. Il a intérêt à être à 99,999 parce que les mecs, ils ont payé $500 pour leur place. Et puis, t'as vu la pression, t'as les caméras, c'est certainement enregistré. C'est ça, c'est l'apprentissage. Le vrai apprentissage, c'est ça. Donc, en réalité, l'apprentissage, c'est le taux de correction. Et c'est tout le problème parce que, à l'école, un prof, il a pas le temps de te corriger. En fait, il te corrige qu'aux interros, quoi. Donc, et en plus, à l'école, ça, c'est un des thèmes récurrents de mes conférences et de mes livres. À l'école, la correction, elle est associée à la note. Ce qui est un problème, parce que c'est deux choses complètement différentes. La plupart des gens pensent que la note et la correction, c'est la même chose. Pas du tout. La note et la correction ont deux fonctions différentes. La note, c'est fait comme un instrument fiduciaire. C'est fait pour transmettre de la confiance. La note, elle sert à dire, le pilote d'avion qui va faire décoller ton Airbus, là, il a été noté. Je suis content qu'il ait été noté. Je ne voudrais pas monter dans un avion où il n'a pas été noté. La note, elle sert à dire, le médecin qui va t'ouvrir l'œil, il a été noté. Pareil, je ne voudrais pas aller voir un médecin qui n'a pas été noté. C'est fiduciaire comme instrument. Et les parents ont besoin de notes parce qu'ils n'ont pas que ça à foutre non plus. On est dans une société compliquée où les femmes travaillent, etc., où on a maintenant des cellules familiales où les deux membres de la famille travaillent. Même si, par exemple, chez les pays scandinaves, tu as des congés paternité, c'est parce qu'ils sont pleins aux as, donc ils peuvent se le permettre. Tant mieux pour eux. Et en tout cas, comme les parents n'ont pas le temps de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants, ou quasiment plus, ils ont besoin d'une note. Pareil, c'est un instrument fiduciaire. Donc, tu as le prof qui te met un report. Mais le problème, c'est que la fonction du prof, administrativement, c'est de noter, parce qu'il doit sélectionner, etc. Un prof te dira qu'évidemment, c'est pas ça sa fonction, mais à l'échelle de sa carrière, il est obligé de noter, il a tant de notes à rendre par trimestre. Et ça fait, si tu veux, que à chaque fois que le prof il corrige, il note aussi. Parce que comme on attend de lui qu'il note, l'inspection générale attend de lui qu'il note, l'éducation nationale attend de lui qu'il note, les parents attendent de lui qu'il note, l'élève, il n'a pas envie d'être noté. L'élève, s'il pouvait ne pas être noté, il serait très content. Ça ne veut pas dire pas corriger, attention. En fait, l'idéal, c'est de corriger sans noter au départ, c'est ce que fait Singapour. Singapour, ils ont un contrat vraiment avec l'élève que pendant les grandes premières périodes de l'éducation, on va vous corriger beaucoup, mais sans vous noter. Parce que l'instrument fiduciaire, il n'est pas nécessaire entre 5 et 10, entre 5 et 12, entre 5 et 14 même.
Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un instrument? Si on fait suffisamment confiance à l'école, on se dit, attendez, vous êtes Singapour, vous savez éduquer, pays riche, les trains arrivent à l'heure. Il n'y a pas de train à Singapour, mais tu vois ce que je veux dire. Les bus arrivent à l'heure, les métros arrivent à l'heure. Et donc, on vous fait confiance, on ne demandera pas de notes, mais par contre, on a vu que vous corrigez très souvent, donc on voit que les élèves, ils vont savoir faire des choses. Donc voilà, question avec beaucoup de détours, mais qui pose des enjeux. L'apprentissage, c'est la correction. Et c'est impossible d'apprendre sans être corrigé. Et ça te fixe tous les enjeux de l'IA. Pourquoi l'IA apprend aussi vite? Parce qu'elle se corrige très vite. Pourquoi l'IA, elle est aussi bonne en éducation comme outil? Elle a un potentiel aussi énorme. Parce qu'elle peut te corriger beaucoup plus vite qu'un prof. C'est pas qu'un prof est mauvais, c'est qu'un prof, on lui a mis 30 à 40 élèves en face de lui. Il peut pas les corriger vite. Donc, et puis de toute façon, un prof, maintenant, il peut pas savoir tout ce que l'IA connaît, etc. Donc l'IA, elle te corrige très vite. Elle a un haut débit de correction. Et quand tu as un haut débit de correction, tu apprends super vite. Tu vois ce que tu as dit par rapport à la note, la différence entre la correction et la note, ça me fait penser à ce que tu avais mis dans ton livre Traité de neurosciences. Oui, voilà, exactement. Où tu parles du cheval de bois et du vrai cheval. Oui, parce que la vie notée, bah oui. Mais tu as plein d'exemples. Tu sais, un exemple que j'aime bien prendre, parce que le test de la vraie vie, tu as souvent des cas où, par exemple, la chose militaire te pose le test de la vraie vie. Un exemple assez frappant, c'est le général Giap, un des plus grands généraux de tous les temps, un grand héros vietnamien. C'était juste un prof, pas du tout général, il n'avait pas fait ses classes, aucune formation militaire particulière. Et général Giap, il a déglingué les meilleurs généraux américains, français et chinois. Donc le gars, il était bon. Mais dans les classements, on lui aurait jamais confié des étoiles à ce mec. On lui aurait jamais fait porter l'uniforme. Dans l'école, dans la vie notée, on lui aurait même pas confié un peloton. Je sais même pas s'il aurait été caporal, le mec. Mais bon, dans la vraie vie, il a explosé Curtis LeMay, il a explosé les généraux chinois, il a explosé Bijard, il a déglingué tout le monde. Donc, en effet, la vraie vie est supérieure à la vie notée en tout point. C'est pour ça que Richard Francis Burton, un de mes héros, l'explorateur britannique, disait « La vie est une grande leçon que tu méprises ». Aujourd'hui, comme tout est administré, suivi, etc., on donne vraiment une supériorité illégale et immorale à la vie notée sur la vie réelle. Et donc, je pense aussi que c'est une façon de simplifier certaines choses parce que on a besoin aussi d'avoir de trouver des critères pour évaluer les connaissances ou les compétences d'un individu. Mais à force de trop vouloir simplifier, en fait, on passe à côté de la réalité, du réel. Tu sais, dans le cas de l'école, parce qu'à chaque fois que tu lances des grands mots grandiloquents comme l'école de la République, par exemple, c'est pour cacher des faiblesses qui sont très concrètes et dont on devrait parler. Par exemple, quelle est la mission de l'école en France? Tu vois, à quoi elle est censée servir? Les gens seraient très surpris. La mission de l'école en France, dans ses origines, qu'on ne veut pas assumer au départ, c'était de lutter contre la sécession. C'est triste, mais la Suisse, par exemple, elle n'a pas de ministère de l'Éducation nationale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que c'est les cantons qui ont la prérogative de l'éducation. Ça veut dire la prérogative sur les programmes, ça veut dire la prérogative sur plein de trucs. Pourquoi la Suisse n'a pas de ministère de l'Éducation nationale et pourquoi nous on en a un? Et pourquoi la Suisse a des scores PISA qui explosent la France, de très loin? Alors beaucoup diront oui, mais déjà ils ont un budget par habitant plus élevé. Ok, mais dans ce cas-là, définissez vos priorités les enfants. On a 3300 milliards de dettes, on aurait peut-être pu faire aussi un budget par... Bon, très bien. Mais au-delà de ça, en fait, l'éducation en France, au départ, c'est dire nos ancêtres les Gaulois, de Cayenne à Pointe-à-Pitre en passant par Biennois. L'éducation en France, elle est là pour la communauté nationale, elle est là pour l'union nationale, l'unité nationale. C'est pas pour rien d'ailleurs que l'école de la Troisième République, c'est là qu'on commence à parler d'école de la République, est en fait une antichambre de la caserne. C'est pas moi qui le dis, c'est les politiciens de l'époque. Tu avais des bataillons scolaires, baladés avec un fusil sur l'épaule et tout, pour orienter les esprits vers l'Alsace-Moselle, etc. Donc tu avais des bataillons scolaires. Bon. Les gens se rendent pas... Et c'était de gauche, attention. C'était des gouvernements de gauche, qui se disaient parfois socialistes, qui te faisaient défiler les élèves en blouse, en parlant de reconquérir l'Alsace-Moselle avec un fusil. Et au-delà de ça, bien sûr, il fallait parler français déjà, parce qu'il y avait du breton, de l'occitan, de l'auvergnat, voilà. Les bretons, on les a persécutés au départ. Tu parlais breton, tu passais pour un pouilleux, c'était une suppression réelle. Et ensuite, bien sûr, il y a eu les langues des colonies.
puisque là aussi, la Troisième République a été l'apogée du colonialisme français, avec la mission civilisatrice. Et là aussi, il fallait dire nos ancêtres les Gaulois pour unifier le pays, pour éviter la sécession. C'est pas un hasard si le général Giap, dont je viens de parler, en fait, il était prof. Parce que lui, il a enseigné nos ancêtres les Gaulois. Ça lui parlait pas des masses. La civilisation vietnamienne, elle existe quand même. Hein. Et d'ailleurs, elle a eu parmi les meilleurs généraux de toute l'histoire de l'humanité au passage. Donc, à quoi sert l'école ? Et là, tu te rends compte qu'un prof en France, malgré lui, et la plupart des profs sont même pas conscients de ce que je raconte, mais il y en a qui le sont. Un prof, en fait, sa carrière dépend pas de ses élèves. C'est triste. Hein. Sa carrière, il reporte pas à ses élèves, un prof. Il reporte pas aux parents non plus. Hein. Et je l'ai vécu, moi, en tant que prof, quand j'étais à Centrale, où j'étais vacataire. J'étais ultra bien noté par mes élèves. Dans les universités, tu peux être noté par tes élèves. Donc à la fin, ils font un reporting. Est-ce que vous considérez que la pédagogie était bonne ? Est-ce que les sujets étaient bien abordés ? Est-ce que vous avez bien compris ? Est-ce que si tel sujet n'a pas été compris, le prof est revenu dessus pour vous aider ? Est-ce qu'il a utilisé des métaphores, des artifices pédagogiques, etc. Et j'avais les meilleures notes. Je les ai encore aujourd'hui, hein, vraiment. Bon. Ça a niqué ma carrière, en fait. Alors, tous les vieux titulaires, les gars qui avaient le statut de professeur des universités, qui foutaient plus rien. Ils foutaient plus rien. Ils déléguaient leurs cours, ce qui est semi-illégal. Ils donnaient de temps en temps une ou deux conférences pour dire j'ai fait des publics, tu vois. Et ils foutaient plus rien, parce qu'ils étaient titulaires, donc ils avaient plus rien à foutre, tu vois, c'est normal. Alors que bon, dans le foot, quand t'es titulaire, si tu plantes pas de but, t'es détitularisé rapidement. Dans l'éducation nationale, ça marche pas comme ça. Et du coup, en fait, ils s'en foutaient de leurs élèves. Complètement. Dans ta carrière, quand t'es prof, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou dans l'éducation nationale, c'est l'inspecteur à qui tu reportes. C'est ta hiérarchie à qui tu reportes. Tu reportes pas à tes élèves, tu reportes pas aux parents d'élèves. Si les élèves t'adorent et que les parents t'adorent et que l'inspecteur te déteste, ta carrière est foutue. Et j'ai un cas très précis de ça, que j'ai vraiment bien connu, c'est Jean-Yves Hortebise, professeur maintenant à Taïwan. Il était à Marseille, l'État français a investi sur lui. C'était un grand homme de gauche d'ailleurs, avec de vraies valeurs, quoi. Et un jour, il se fait inspecter, il a un doctorat de philo, le mec. Il se fait inspecter, l'inspecteur lui dit « ça va pas votre cours, les élèves s'amusent ». Ouais, mais monsieur l'inspecteur, ils ont les meilleures moyennes de l'académie. Je m'en fous, ils s'amusent. Il a pas dit « je m'en fous » parce qu'il sait se tenir, mais il s'amuse. Ça va pas. Donc le résultat, il compte pas. Ils ont les meilleures moyennes de l'académie. Le mec, il a majoré même le bac. Hein. Donc les notes de philo au bac, c'était sa classe. Ses élèves l'adoraient tellement qu'à l'époque, c'était un groupe Facebook, on était il y a 20 ans, 15 ans. Ses élèves lui avaient créé un groupe In Hortebise We Trust, c'était son nom. Et le gars, il touchait 900 balles par mois parce qu'il était vacataire et en plus pas à temps plein. 900 balles par mois. Bon, il est parti à Taïwan. Il est professeur d'université aujourd'hui à Taïwan. Et ses élèves l'adorent à Taïwan. Ils voient qu'il est très bon pédagogue, qu'il est excellent. Donc, si tu veux, ça, c'est déjà le problème des incitations. Quelle est ton incitation dans ton travail ? C'est un sujet fascinant en économie, en ce qu'on veut. Et là, les gens devraient avoir une culture de ça. Par exemple, Warren Buffett disait, vous savez, moi, je pourrais éliminer la dette de l'État fédéral américain. Il suffirait de passer une loi qui dit que tout le Congrès, sénateur, député, ne peut pas être réélu, ne peut pas se présenter aux élections si on est en déficit. Voilà, c'est comme ça. S'il y a un déficit de plus de temps, c'est impossible pour toi d'être réélu. Au revoir. Ah bah des Nancy Pelosi qui ont 55 ans de carrière politique, dont le père était lié à la mafia de Baltimore, mais je m'écarte. Bon, des gens qui ont fait carrière politiquement en laissant la dette américaine monter à 40 000 milliards, c'est un scandale, hein, c'est criminel. Hein. Là, c'est pire que, si tu veux, les nazis n'ont pas monté la dette à ce prix-là. Quand les Américains se battaient contre les nazis, la dette américaine n'a pas monté à ce prix-là. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça. Hein. C'est du niveau d'une guerre, quoi. Quand tu as Pearl Harbor plus Adolf Hitler, ça te fait pas l'équivalent de 40 000 milliards de dette par rapport au PIB américain actuel. Eh bien, ça, c'est les incitations. Bon, tu as une incitation claire qui te corrige dans la bonne... Encore une fois, la correction. Hein. Et là, c'est la correction, l'apprentissage à l'échelle administrative, parce que tu verras rapidement que l'administration, elle apprend pas. Moi, je suis un structuraliste, hein, donc j'attaque pas les personnes, j'attaque les structures. Les structures, elles s'apprennent pas. Elles s'apprennent pas, parce qu'elles se corrigent pas, les structures. Elles trouvent toujours un bouc émissaire. Samuel Paty, tu crois que la structure, elle a été corrigée quand il a été décapité ? Pas du tout. Tu as eu le scandale du fonds Marianne et tu as eu des mecs, des fact-checkers qui se sont gavés sur la bête en la mémoire de ce type. Bon. Les structures ne se corrigent quasiment pas, voire jamais. Et en fait, leur seule correction, c'est la mort. Voilà, elles finissent par s'effondrer. Et donc là, c'est terminé. Tu as une structure qui disparaît, mais les structures se corrigent quasiment jamais. Donc, quand on veut analyser l'éducation nationale, il faut l'analyser d'un point de vue structurel et structuraliste. Il faut regarder comment elle fonctionne, où sont les incitations. Et encore une fois, Warren Buffett, Peter Drucker, tous ces gens-là que,
beaucoup de sociologues méprisent, parce qu'ils se disent, ces gens-là, c'est des commerçants, tu sais, comme disait Napoléon, c'est des épiciers. Ouais, mais un épicier, il sait comment fonctionnent les incitations, justement. Parce qu'un épicier, il a un bas de bilan, tu sais, il a des comptes à équilibrer, donc en fait, il en sait beaucoup plus que toi, parfois, sur la façon dont fonctionne une structure. Et l'épicier, Warren Buffett ou Peter Drucker, quand il analyse les structures, il regarde, il me dit, dites-moi où sont les incitations, je vous dirai où seront les résultats. Moi, je peux te dire que les incitations de l'éducation nationale, c'est pas l'ergonomie des élèves. Absolument pas. Alors, tu as des profs qui sont humains, intelligents et dédiés, mais ça n'impactera pas leur carrière. La structure les sélectionnera pas. Jean-Yves Hortebise, il était humain, intelligent et dédié, mais la structure l'a pas sélectionné. Donc, il y a des Jean-Yves Hortebise dans l'éducation nationale, mais soit ils passent sous le radar. La meilleure chose qui peut leur arriver, c'est de passer sou le radar. C'est-à-dire, oui, tu fais de l'innovation pédagogique à tes frais, oui, tu avances un peu d'argent, oui, tu fais des heures supplémentaires, mais ça n'a aucun impact sur ta grille indiciaire. Hein. Tu vas pas monter d'échelon zéro. Voilà, la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est que les gens t'ignorent, tes collègues ignorent ce que tu fais. Et la pire, c'est que tes collègues soient jaloux. Ils disent, mais pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais du zèle, etc. Parce que quand tes élèves sont heureux dans l'éducnat, ça n'a aucun impact. Mais je dis bien aucun impact sur ta carrière, ou plutôt même négatif. D'ailleurs, si on essayait d'avoir une approche un peu casino, c'est-à-dire de parler d'espérance dans le sens statistique du terme, la moyenne, à mon avis, l'espérance de gain est négative quand tu fais de l'innovation pédagogique en France. Case in point, Ségine Alvarez. Ségine Alvarez, elle a fait de l'excellente innovation pédagogique, ça a brisé sa carrière. Voilà, on lui a trouvé tous les mots, on lui a dit... Ségine Alvarez, elle savait faire lire, écrire, compter et faire des divisions avec reste à des enfants à partir de 4 ans. Jackpot, hein, ça y est, elle a distribué un carré d'as dans la vie à ses enfants, dont un par classe, statistiquement, allait faire de la tôle une fois dans sa vie, dans l'endroit où elle était. Donc, elle a rendu service à tout le monde, normalement. Elle a rendu service à la société, elle a rendu service aux familles, elle a rendu service aux enfants. On lui a dit, des collègues aigris à la con, hein, on dit, alors déjà Montessori, voilà, Montessori, controversé, tout le monde ne veut pas le faire, ok. Elle utilisait une méthode Montessori qu'elle avait adaptée, très bien. Honnêtement, ça marchait. Si ça marche, faut continuer. Bon, le problème aussi, c'est qu'avec l'éducation nationale de la Troisième République, l'école de la République, tu changes rien sans passer par le comité central du parti. Attention, hein, c'est centralisé. Parce que les hussards noirs de la République, comme disait Peggy, à savoir vérifier qu'on dit bien la même chose partout, dans tout le pays. Ce qui, encore une fois, était pour la sécession. Puis au-delà de ça, c'était vraiment pour... Enfin, ça te fait un contrôle centralisateur des contenus. Donc on n'aime pas l'innovation, tu vois, un prof qui va commencer à être un mentor, en fait. C'est mal vu, c'est pas quelque chose d'encouragé. Bon. Ségine Alvarez l'a été, elle s'est barrée en Belgique. On a détruit sa réputation en France et sa carrière. Alors que sa seule faute dans la vie, c'est d'avoir fait apprendre à lire, compter, écrire et diviser avec reste à des enfants de 4 ans et 5 ans. Et là, t'avais des articles de Libé, de Marianne sur elle qui disaient « Oui, mais on a exagéré sur ce qu'elle a fait. » Comment ça? Les élèves sont là, ils savent compter, qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais le matos qu'elle a utilisé serait assez cher. Bon, je suis allé vérifier. C'est des tables Montessori pour apprendre à boutonner des vestes. Tu sais, Montessori, elle disait la motricité fine. Donc tu fais un boutonnage de veste. C'est bon. Ça coûte cher, ça? Oui, mais c'était plus cher que le truc. Pardon, mais réveille-toi. Non, j'allais dire un gros mot, mais réveille-toi. On s'en fout. Si le résultat final, c'est que t'as un enfant qui, à la fin, sait lire, écrire, compter, diviser avec reste, et que ça coûte juste une table de boutonnage, mais quelle espèce de bip tu es pour écrire dans Libé ou dans Marianne, tu sais, des contenus qui sont lus par des profs, ou par des gens qui sont sensibles à la cause des profs, que Ségine Alvarez était quelqu'un qui utilisait du matos beaucoup plus cher que la moyenne. Mais le coût social d'avoir des enfants qui savent lire, écrire, compter, diviser dès 4-5 ans, il justifie pas, à la limite, en admettant même que c'était le cas. Bon, c'était pas le cas, ça valait que dalle ce qu'elle a pris. Bon. Puis surtout quand tu compares à d'autres dingueries budgétaires qu'on a faites, mais des trucs complètement scandaleux, tu vois, l'affaire Hello Kitty, des trucs où on a mobilisé des fonds pour des choses que, je te parle même pas de l'ADEME, je te rappelle que en France, on a une agence nationale qui a 3 fois le budget de l'INSERM. L'INSERM, les mecs qui font la recherche sur le diabète, le cancer du cerveau, 3 fois leur budget pour te faire le bilan carbone de la raclette ou bien te recommander d'enterrer tes slips dans le jardin. Donc si on veut s'amuser à parler de l'attribution des fonds publics, on peut. Mais là, Ségine Alvarez, elle avait pas créé un déficit budgétaire à l'échelle française, tu vois. Elle avait juste créé un système qui marchait. Mais comme ces mecs-là étaient en mode, mais ça vient pas de moi. C'est le scandale c'est le syndrome plutôt du not innovated here. Elle a eu de bonnes idées, elle a eu de bons résultats. Elle n'est pas dans ma grille de rémunération, elle est au bas de l'échelle.
qu'est-ce qu'elle vient me donner des conseils? C'est un peu comme quand Charles de Gaulle disait à l'armée française, ça serait bien de faire des divisions blindées. T'sais. Comment ça? T'es colonel, t'es qui? T'sais. Moi, j'ai des étoiles. De quoi tu parles? Donc, le général Giap, il n'avait pas d'étoiles aussi. Il va vous exploser 20, 30 ans plus tard. C'est ça l'analyse des structures. Et tant qu'on regarde juste, tu sais, comme disait Eleanor Roosevelt, les petits esprits critiquent les gens, les grands esprits critiquent les idées. Tant que tu vois pas les structures, tu peux pas comprendre où va l'éducation nationale et les sécrétions de la structure. Les sécrétions de la structure, je le rappelle, c'est les pires scores PISA des pays riches. Mais ça, au bout d'un moment, il faut le dire. On va claquer plusieurs dizaines de milliards par an dans l'éducation en France. À la fin, on a les pires scores PISA des pays riches. Ça, c'est un fait. Alors évidemment, on peut dire « Ah oui, mais la note ne dit pas tout. » Très bien. Très bien. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous notez, vous ? Bah oui, tout ce qui note doit être noté. C'est un truc qui a rendu complètement fou mes chers amis de l'école polytechnique. Parce que eux, en fait, l'école polytechnique de Palaiseau, l'école polytechnique française, qui est à Palaiseau, et je l'appelle comme ça parce qu'il y a plein d'autres écoles polytechniques dans le monde, elle est 7e mondiale, en fait. C'est con, dans les classements, elle est 7e mondiale. Derrière Singapour, derrière Hong Kong, derrière Lausanne, derrière Zurich, derrière Tübingen, derrière Munich. Tout ça, c'est des écoles polytechniques. Polytechnique Singapour, Nanyang Institute of Technology, ça s'appelle maintenant. Polytechnique Hong Kong, donc Polytechnique Lausanne, qui s'appelle toujours comme ça. Polytechnique Zurich, qui est la première au monde. Et puis, tu as donc Munich, Tübingen aussi, enfin plein d'autres. Et eux, ils sont 7e. Et là, c'est les premiers à te dire « Non, mais la note, ça veut rien dire ». Combien de fois j'ai vu ça? Parce que, moi, tu sais, je suis complètement libre de mes propos, donc et pourtant je suis docteur de Polytechnique, je devrais dire qu'ils sont bons, tu vois. Non, ils sont mauvais, ils sont même très mauvais. Et en fait, eux, quand tu leur dis, mais quand on vous note, vous êtes comme les gens que vous appelez des cancres. Eux, c'est les premiers à te dire, attends, tu vois, tu les vois, faut les voir, les mecs qui ont Félix, quand ils vont au CAC 40 et tout, attendez, t'as fait Centrale, tu vois, t'as fait les mines, espèce de, les mines d'Alès, par exemple, tu vois, bon. Et tu leur dis, mais attendez, règle d'or des civilisations, c'est des choses qui existaient bien avant que vous n'envisagiez même d'être créées. Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais que l'on te fie. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on vous notait, vous? Oula, non, ça s'applique pas à nous, la note. C'est la première chose que je vois, la dissonance cognitive chez ces pauvres gens. Tu leur dis, mais on va vous noter du coup aussi. On va regarder les classements. Que dit le classement de Shanghai? Que dit le Times Higher Education? Ah non, mais vous comprenez, ça s'applique pas à nous parce qu'on est plus petit, on est ceci, on est cela, Saturne n'était pas en bélier, donc ça s'applique pas à nous. Moi, je comprends, il y a plein de mecs très intelligents qui pourraient dire aussi que les concours de l'école polytechnique s'appliquaient pas à eux. Exemple au hasard, Évariste Galois, plus grand mathématicien de l'histoire de France, il a été rejeté par Polytechnique. Lui, il avait le droit de dire que Saturne n'était pas en bélier, il était beaucoup plus intelligent que vous. Il a complètement explosé le game mathématique, c'est le plus grand mathématicien de l'histoire de France. C'est un des 5 mathématiciens les plus grands de l'histoire du monde. Galois, tu le mets au niveau de Euler, de Gauss, des plus grands mathématiciens de l'histoire humaine. Polytechnique l'a dégagé. Toujours analyser les structures, toujours analyser leurs incitations et toujours analyser leurs sécrétions. Et les sécrétions des structures françaises éducatives, c'est des scores PISA pitoyables. Ça, c'est un fait. Et je veux bien leur reconnaître une sorte d'immunité à la note, mais dans ce cas-là, qu'ils immunisent à la note les gens qu'ils notent. Et c'est pour ça que comme diraient les musulmans, je ne leur ferai aucune miséricorde. Tu vois, il lui refusa toute miséricorde. Je ne leur ferai aucune miséricorde parce que eux n'en font pas à leurs élèves. Eux n'en font pas aux gens qui candidatent chez eux. C'est des ayatollahs de la note avec les autres. Et bien dans ce cas-là, qu'ils acceptent d'avoir des ayatollahs de la note qui vont les noter. Et quand ils se font noter eux, ils se font massacrer. Massacrer. Polytechnique Palaiseau n'a fait que dégringoler dans les classements depuis 20 ans. Dégringoler. Ils n'étaient pas à 7e Polytechnique mondiale. Je ne te parle même pas Polytechnique, face aux Polytechniques, mais toutes les universités. Alors là, c'est même pas la peine. Là, ils n'existent pas. Ils sont inexistants. Et évidemment, à une époque où l'éducation aussi va commencer à être mise en question en termes de prix, de rapport coût-opportunité, d'intérêt. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un diplôme aujourd'hui? C'est une vraie question. Quant à la crise notamment de la dette étudiante aux États-Unis, les étudiants américains, ils ont entre 100 000 et 300 000 $ de dette. Est-ce que ça vaut le coup? Alors je te réponds sans embâche, non, absolument pas. Et je te dirais même, par rapport à un pays comme la France, où l'éducation est mutualisée, elle n'est pas gratuite. Il faut arrêter de dire qu'elle est gratuite. Les professeurs sont payés, elle n'est donc pas gratuite. Elle est juste inscrite dans le forfait fiscal, ce que je trouve être logique. Je pense qu'un pays, normalement, quand un pays lève des impôts,
il doit se préoccuper du régalien. Est-ce que l'éducation est régalien ? Oui, pour moi, oui. Enfin, c'est tellement important ce que l'éducation a à offrir que oui, l'éducation, ça me semble être une prérogative régalienne. Après, est-ce qu'on doit interdire les écoles privées ? Et ça, je suis totalement contre. Est-ce qu'on doit interdire l'école à la maison ? Je suis totalement contre aussi. J'ai été très frappé par le courage de Cédric Villani qui a milité contre la loi. D'ailleurs, tiens, la loi qu'on appelait la loi séparatisme. Hein. Parce que faire l'école à la maison, en France, on l'a mis dans la case séparatiste. Donc ce que je te disais sur Ferry, sur la Troisième République, etc., c'est encore d'actualité aujourd'hui. Hein. L'école de la République, comme dirait Badinter, c'est pour le séparatisme. Hein. C'est vraiment ça qui inquiète les pouvoirs publics. Et c'est pour ça qu'en Finlande, on est beaucoup plus décontracté, en Islande aussi, en Suisse aussi, ou même à Singapour, où les problématiques de séparatisme ne sont pas, évidemment, les premières priorités du gouvernement. Donc, si tu veux, je suis d'accord que ça devrait être inscrit dans le forfait fiscal, mais pas quand on a les pires classements PISA du monde. Voilà. Enfin, ça devrait l'être, mais pas au prix qu'on paye, parce qu'on le paye. Faut pas croire que l'école est gratuite en France, on la paye. Je me rappelle plus du budget de l'Éducnat, plus ça doit être quelque chose comme 80 milliards par an, un truc comme ça. Hein. Soit 60 ou 80 milliards par an de tête. Hein. Bon. Donc, là, je parle Éducnat plus enseignement supérieur et la recherche, puisque maintenant c'est fusionné. Enfin, ça dépend des ministères, mais souvent, ils en font qu'un seul. Ça, c'est un coût. Il existe. Hein. L'argent ne disparaît pas juste parce que c'est pas nous qui le payons. Mais en effet, même si pour un élève, parce que c'est ses parents qui ont payé ça du coup, dans tous les cas, si c'est un élève en France, c'est les impôts de ses parents, vu que l'élève n'est pas un contribuable encore, même s'il est majeur, c'est un contribuable à l'échelle de la TVA quand même, un contribuable indirect. La TVA d'ailleurs qui rapporte une énorme partie des recettes françaises, c'est même un des meilleurs impôts au passage, mais je ferme cette parenthèse. Et même du point de vue de l'élève qui ne voit pas le coût financier immédiat, en fait le coût financier existe, c'est déjà l'opportunité manquée, par exemple, travailler ou pas. Bon. Et puis le temps. Est-ce que les études en France rémunèrent bien le temps ? Alors là, sans appel, non. Mais non, avec un énorme N, non. Est-ce que 30 heures de temps, parce que c'est pas compliqué, pour percer dans n'importe quel domaine, il faut autour de 10 ans. C'est pour ça qu'on voit des fois des jeunes prodiges, mais en fait, ils ont juste commencé à 5 ans. C'est aussi simple que ça. Donc on voit des gens qui percent à 15 ans, on se dit, non, papa, maman leur faisait faire déjà des trucs à 5 ans. C'est pas arrivé comme ça. Pour percer, il faut à peu près 10 ans. Donc on fait une gaussienne, on fait une gaussienne qu'on centre sur 10 ans, on se dit, il y a des gens qui vont percer à 6, il y a des gens qui vont percer à 16. Bon. L'école, elle devrait nous centrer là-dessus, pour le produit national brut. Notre intérêt, c'est qu'il y ait des gens qui percent, quel que soit leur domaine. Donc, l'école devrait te dire, t'as entre 6 et 16 ans pour percer. C'est le temps qu'on passe à l'école. Hein. Je te rappelle qu'elle est maintenant obligatoire dès 3 ans. Ah oui, ça a changé, c'est plus 6. Bon. 3 plus 16, ça fait 19. C'est le bac à une année près. Ouais. Bon. Alors tu me diras, oui, mais est-ce que tu peux commencer à t'entraîner à percer à 3 ans ? Ok, on va dire 6, comme pour Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ou des grands youtubeurs, ou ce que tu veux, mais des très grands scientifiques aussi. Hein. T'as un gamin de 14 ans qui a déchiffré une écriture Toltec. Je sais plus laquelle, mais voilà, il a aidé ses parents. Pourquoi ? Parce que il accompagnait ses parents sur des sites archéologiques. C'est pas un hasard, hein, il s'est pas levé un matin, il accompagnait ses parents sur des sites archéologiques, il a déchiffré une écriture Toltec que les meilleurs professeurs Smith, John et Blumenthal des meilleures facs n'ont pas pu résoudre, voilà, du haut de leurs 60 piges et de leurs élèves et de leur commission nationale des universités. Donc il a percé, Pépère. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. L'école devrait faire ça. Mais ça, c'est pas administrable. Et l'école, en fait, elle veut d'abord être administrable. Donc, même si elle a des scores PISA de merde, même si elle a les résultats qu'on lui connaît, même si elle coûte aussi cher, tant qu'elle reste administrable, elle ne changera pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle ne représente plus une opportunité pour les élèves. C'est un fait. Les élèves, par exemple, tu dis à des élèves, allez, prends-toi 2 ans, zéro pression, tu fais le tour du monde. Pas de notes, pas de deadline, pas de devoir à rendre. Tu vas faire un peu de voile, à la limite mets-toi en groupe pour vous aider, vous entraider. Tu vas devoir gérer un budget, faire de la finance, regarder les passeports, les visas, les risques aussi, selon les endroits où tu iras, les moyens de transport, tout ce que tu veux, les langues, la culture locale. Apprendre que certains gestes ne doivent pas être faits dans certains pays, que ça, pour les Russes, c'est une insulte, tu ne pouvais pas forcément le savoir. Et je peux te garantir que moi, j'ai recruté des gens, je continue à recruter, je travaille avec beaucoup de personnes. Je préfère largement recruter quelqu'un comme ça qu'un petit con qui sort de grande école. Mais clairement, c'est même pas... quelqu'un qui a un portfolio, et d'ailleurs aujourd'hui,
des grandes boîtes américaines qui sont pleines aux as, comme Palantir, comme Anduril, ils disent clairement, nous, on va recruter sortis du lycée. Non, parce que, en fait, nous, un prof qui va t'expliquer que tous les blancs sont racistes, ce qui est enseigné dans certaines facs américaines, c'est pas une blague. All white people are racist. Alors moi, j'ai toujours eu du mal, je suis quoi, du coup? Alors, aux États-Unis, je suis blanc à Skip. Je le sais. Comment je le sais? Parce qu'on m'a volé mon vélo un jour à Stanford et que le flic à qui j'ai déposé la plainte, qui était noir, m'a demandé ma race. T'as dissonance cognitive. T'es là, pardon. Le gars, mais casual, hein, t'es là, tranquillement, what's your race? Excusez-moi. Oui, monsieur, on fait des statistiques ethniques aux États-Unis et. Alors je lui dis, j'en sais rien, moi. Il me dit Caucasian. Moi, en France, on me disait sale arabe, tu vois. Des fois, des mecs de gauche qui me le disaient, mais je ferme la parenthèse. Bon, donc je me sentais pas Caucasian, tu vois, je me sentais pas blanc. Et apparemment, je le suis pas, puisqu'on dit que je suis racisé. Bon, c'est un terme. Voilà. Bon, à la fin, le mec, il a coché Caucasian parce qu'il avait pas que ça à faire non plus de sa journée, tu vois. Donc, aux États-Unis, sur des campus, t'as des mecs qui vont passer un bac plus 5 où à la fin, ils vont retenir que tous les Caucasians sont racistes. Ce qui n'est pas le cas, je suis désolé. Puis surtout, je vois pas ce que ça va t'apporter quand tu vas bosser pour une grande boîte, ou bien faire ton propre projet, ou j'en sais rien, ou même bosser pour l'administration américaine. Bon. Donc, clairement, Palmer Luckey, le fondateur d'Anduril, ou le patron de Palantir, qui n'est pas une boîte géniale non plus, mais c'est juste un exemple de politique. Parce qu'après tout, Google fait pareil, et même Tesla a dit, Google a dit, enfin des hauts cadres de Google ont dit, de façon officielle, honnêtement, on ne regarde plus vos diplômes. Donc ça, c'était à 5 ans. Et à eux, par rapport, il y a de la mentalité. Un l'X qui arrive au CAC 40 et qui dit, écoutez, j'ai fait l'X, donc je vais être dans cette grille indiciaire. Et le gars qui le recrute dit, moi aussi, tiens, t'étais X de quelle année? Très bien. Donc tu seras dans cette grille indiciaire et c'est plié, tu vois. Et puis à la fin, ça te donne le massacre industriel français, parce que quand tout le monde coopte, tout le monde qui a plus aucun mérite, à part, oui, j'ai éventuellement passé un examen discutable 2 ans après le bac, parce que c'est ça, concrètement. Hein, c'est ton niveau de sélection, c'est ça. T'as passé un examen discutable 2 ans après le bac. Et quand je dis discutable, les Chinois, ils vous mettent une vitesse. Hein. Tu sais, c'est pas des X qui gagnent les Olympiades mathématiques. Hein. Faut arrêter les conneries, hein. C'est des Chinois. Faut regarder ça aussi. Ah, t'aimes pas être noté. Un X n'a pas gagné d'Olympiade mathématiques depuis 50 ans. C'est la réalité. Hein. Donc si je veux prendre quelqu'un qui vraiment explose tout le monde en maths, je vais aller voir un Chinois qui candidate à Tsinghua, ou un Japonais qui candidate à Todai. Ou à la limite, un major du concours général qui va faire normal sup et pas l'X, parce que pour les maths, c'est normal sup, c'est pas l'X. Les normaliens, pour eux, les X, c'est des crevards. Faut être très honnête. D'ailleurs, c'est pas compliqué, l'X n'a jamais gagné une seule médaille Fields. Hein. Ça veut bien montrer ce que ça veut montrer. Donc, si tu veux, à un moment, avoir toutes les boîtes du CAC qui sont dirigées par des mecs qui sont juste cooptés, et tu peux même poser une question à la Bourdieu du type, attends, t'as réussi dans la vie parce que t'as passé ce concours, ou t'as réussi dans la vie parce que t'as un réseau? Eh oui, qu'est-ce qui nous permet de faire la différence? Corrélation n'est pas cause à effet, paraît-il. Alors, tu nous dis que t'es arrivé là où t'es arrivé parce que t'as passé un concours 20 ans avant le début de ta vraie carrière. Enfin, 20 ans avant l'apogée de ta vraie carrière, pardon. Est-ce que c'est pas juste parce que t'as été recruté que par des mecs qui sont passés par le même endroit et qui, du coup, t'ont fait la courte échelle? Bon, pour moi, la réponse est assez claire, c'est évidemment oui. Bon. Dans toutes ces considérations, quelle est la valeur du monde académique actuel, de l'école actuelle, et même pour la recherche? Qui c'est qu'explose aujourd'hui la recherche, par exemple, en neurosciences? C'est Neuralink. Alors, évidemment, des mecs comme Stanislas Dehaene en France ou d'autres qui ont complètement profité du système pendant toute leur carrière vont te dire « Ah mais non, mais ils n'ont pas un H-index, le nombre de publications élevé. » Oui, pépère. Sauf que Neuralink, ils font voir des gens. Il y a des aveugles, ils arrivent à les faire revoir. Il y a des paraplégiques, ils arrivent à les faire bouger. Toi, pendant tes 40 ans de carrière, t'as réussi à faire ça? La réponse est non. Neuralink qui coûte de l'argent aux contribuables? Non, il paye des impôts. Qui c'est qui fait de la cryptographie quantique aujourd'hui? Qui c'est qui a appris, qui a inventé les transformers, qui servent à faire les IA aujourd'hui, donc les ChatGPT? Le T de transformer, le T de ChatGPT, pardon, c'est transformer. C'est pas l'INRIA, c'est Google. Voilà. Pendant que tous les abrutis de l'INRIA à l'époque, désolé, je vais les asperger, encore une fois, je m'en fous, je suis maître de mon propos, te disaient, parce qu'à l'époque c'était de bon ton, tu sais, te disaient, vous savez, les chatbots, ce n'est pas de l'IA. Voilà. Donc moi je me rappelle que j'étais conférencier en IA en 2017, il fallait dire, c'était limite un rite de passage, il fallait commencer ta conférence sur l'IA en disant, vous savez, les chatbots, c'est pas de l'IA. En 2017, on invente le transformer chez Google. Aujourd'hui, tout le monde utilise cette technologie, c'est des chatbots. Ah, au passage, il passe la grègue. ChatGPT passe la grègue. ChatGPT ace la grègue. Major la grègue. Déglingue la grègue. Ouais.
C'est pas de l'intelligence, du coup? Mais très bien. Alors pourquoi on te paye plus cher, agrégé? Si tu dis que c'est pas de l'intelligence de passer l'agrég, bah, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi on te paye? Pourquoi ce concours existe? Bon. Donc, ça te montre que aujourd'hui, l'éducation n'est, dans le sens administratif et bureaucratique et structurel du terme, pas l'éducation avec un grand E, y compris l'éducation de l'âme. Je te rappelle quand même que Socrate, il a été tué pour avoir corrompu la jeunesse. Parce que Socrate, c'est pas administrable. Hein. Qui crée l'académie? C'est pas Socrate, c'est Platon. Platon, c'est déjà le ver est dans le fruit. Platon, tu sais, il est équilibré. Socrate, il était équilibré par Aristophane, qui se foutait de sa gueule. C'est de bonne guerre. Tu veux être un sage, accepte qu'on va se foutre de ta gueule. C'est comme ça. Bon. Aristophane chambrait Socrate tout le temps. Tu lis les pièces d'Aristophane, il y a une pique pour Socrate. Tu crois que Socrate s'en préoccupait, il s'en foutait complètement. Platon, c'était plus compliqué pour lui, et c'était pas Aristophane qui le chambrait, c'était Diogène. Parce que vraiment, la kryptonite de Platon, c'est Diogène. Typiquement, Platon, on lui demande, c'est ça le début de l'académisme débile, c'est pour ça que Socrate n'écrivait pas au passage, parce que Socrate considérait qu'on ne transmet pas l'éducation par écrit. Il savait écrire, hein, t'inquiète pas pour lui, mais il considérait que les livres étaient des illusions de connaissances. Des illusions. Bon. Platon, évidemment, non. Donc il va fonder l'Académie, qui est du nom d'Académos, qui va lui fournir un terrain à Athènes. Parce que Platon, en fait, c'était un jeune homme de très haute naissance. Hein. C'était vraiment, puis aussi BCBG, larges épaules. Platon, ça veut dire aux larges épaules. C'était un athlète. C'était vraiment l'archétype du, si tu veux, je vais citer une référence datée maintenant, mais amicalement vôtre, comment il s'appelait? Brett Sinclair. L'acteur, c'est Roger Moore. Voilà, le cantabridgien qui fait de l'aviron et qui est intelligent, tu vois. Platon, c'était ça. Et bien sûr, c'est le début de la fin, parce que Socrate te dit la sagesse, l'éducation, avec un grand E qui inclut l'éducation de l'âme. Tu vas pas dire à l'école de la République que l'âme existe, elle n'existe pas pour lui. Bah oui, il est matérialiste. Mais pour Platon, elle existe. Donc, pour Platon, de Socrate. Et pour Socrate, elle existe. Donc, cette éducation-là, pour Socrate, elle vient pas des livres, c'est impossible. Ça veut pas dire que Socrate méprise les livres. Pas du tout. T'as besoin d'un livre de recettes pour faire la cuisine, très bien. T'as besoin d'un livre de recettes pour faire de la médecine. Parce qu'à l'époque, la médecine, c'est pareil, c'est des recettes. Donc, bon, c'est pas dans des livres reliés, évidemment, en velin, 100 grammes, mais par mètre carré. Mais bon, c'est l'idée que c'est de la recette. Et qu'en fait, la connaissance, c'est ça. Toute la connaissance, c'est ça, c'est des recettes. Les manipulations en physique, les expériences, la chimie des matériaux, ce que tu veux. La connaissance, c'est un livre de recettes. Donc si tu veux définir ce que c'est que la connaissance, c'est quelque chose de reproductible, par opposition à l'information, qui n'est pas forcément reproductible. Donc un livre de recettes, c'est un exemple de connaissance. Tu veux faire les crêpes Suzette, bah voilà comment on fait. Tu veux faire un soufflé, voilà comment on fait. N'oublie pas de ne pas mettre un four trop chaud, etc. etc. Bon. Et ben pour Platon, la connaissance, pour Socrate, pardon, la connaissance, c'est pas l'éducation. Parce que l'éducation, c'est l'âme. La connaissance, c'est après. Tu peux l'apprendre, l'enlever, l'effacer. C'est ce que dira Richard Francis Burton. Il ne sait pas savoir celui qui ne sait pas désavoir. Ouais. Parce que pour les sages, et d'ailleurs on a tellement détruit la philosophie qu'aujourd'hui il n'y a plus de sagesse. Un agrégé de philo, il n'est pas sage. Je suis désolé de le dire, il n'est pas sage. Il a de la connaissance, mais il n'est pas sage. Il est connaissant, il n'est pas sage. Il est connaissant, il peut te donner les 5 idées principales de Kierkegaard, il peut te donner les 5 idées principales de Schopenhauer, il peut te les contraster par rapport aux idées principales de Kant. Mais il n'est pas sage. Avant le sage, le roi allait le voir pour prendre des décisions. Même, bon, on va éviter évidemment de parler des sujets qui fâchent en parlant de Macron, mais imagine que tu es un leader d'un pays qui a vraiment de grandes décisions à prendre. Je sais pas, Singapour, la Chine. Tu vas téléphoner à un agrégé de philo pour savoir quelle décision prendre? Mais bien sûr que non. Mais moi je te réponds, bien sûr que non. Donc t'as une décision importante en tant que chef d'État à prendre, t'as besoin de sagesse pour avoir du recul, pour t'élever au-dessus de la mêlée. Tu vas demander à un mec qui a passé... Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi d'ailleurs? Parce que le mec qui a passé la grecque de philo, en fait, c'est juste une version humaine de ChatGPT au rabais. Parce que ChatGPT, en fait, il ace toutes les agrègues. Pas que philo. ChatGPT, à l'heure où on parle, est agrégeable de philo, maths, lettres modernes, ce que tu veux, économie, etc. Donc, bon. Et un chef d'État va pas demander à ChatGPT des conseils. Encore que, bon, maintenant, on arrive peut-être à un moment où ça va arriver. Donc ça te montre à quel point l'éducation se dévalue, à quel point il est essentiel de revenir à l'idée que l'éducation, c'est dans le sens socratique du terme, c'est-à-dire l'éducation de l'âme,
Ah oui, mais Jules Ferry, pour lui, l'âme n'existe pas. Ouais, mais Jules Ferry, il est mort. Donc, en fait, je m'en fous de son avis. Et puis, c'est pas lui qui va déterminer ma vie. Donc, la vraie éducation, c'est l'éducation de l'âme. Les connaissances, c'est bien d'en avoir, mais c'est clairement pas ça, l'éducation avec un grand E. Puisque de toute façon, aujourd'hui, l'IA agrège, synthétise, relie, interligéré, qui a donné le mot intelligence, faire des liens distants, relie beaucoup mieux que nous. J'ai donné une conférence, là je suis à Paris quand on enregistre ce podcast, parce que j'ai donné une conférence sur la géopolitique soufie, avec le concept de Naqsh al-Latif, ça veut dire le dessin subtil. Et j'ouvre cette conférence sur la place d'Ibn Arabi dans la philosophie mondiale. Pour moi, Ibn Arabi, c'est le plus grand philosophe de tous les temps, point. Je connais aucun philosophe qui lui arrive à la cheville, son système de pensée est ultra complet, cohérent, il est omnia ad omnia, tout est relié à tout, comme en perspective, si tu veux, quand on invente la perspective à la fin du Moyen-Âge. Au début de la Renaissance, c'est qu'un tableau en perspective, chaque objet du tableau est en relation cohérente avec tous les autres en termes de proportion. Au Moyen-Âge, c'est pas le cas. Tu vois une estampe ou une tapisserie, la tapisserie de Bayeux, où chaque objet n'est pas en relation avec tous les autres en termes de proportion. Les proportions ne sont pas cohérentes. Tu représentes un chevalier devant un château, en fait, il est au même plan que le château, mais le chevalier est représenté à la même taille que le château, parce que cette relation de cohérence entre tous les objets de la peinture ou de la représentation n'existe pas au Moyen-Âge. À la perspective, on invente ça. Et ben ça, c'est une grande vertu. Mettre dans une œuvre tous les objets en relation de cohérence, c'est une immense vertu artisanale, dans le sens, pas artistique, dans le sens de l'artisanat, craftsman, la technique. C'est une immense vertu technique. Et cette vertu technique, tu la retrouves chez Bach, par exemple. Jean-Sébastien Bach, toute sa musique, c'est plus ou moins que, j'exagère, mais l'application de la perspective en musique. Une pièce de Bach, tu as une cohérence interne, chaque mesure est cohérente avec le tout et a des relations de proportion avec le tout. Elle est très mathématique, la musique de Bach. Eh bien, Ibn Arabi, sa pensée à un niveau d'autocohérence exceptionnel, avec des relations de proportion d'une idée avec toutes les autres. Mais évidemment, les penseurs marxistes et les penseurs matérialistes français, ils vont pas te mettre Ibn Arabi à la grecque parce que ils auront appris par 4 générations de Sorbonnards, etc., qu'en fait, un philosophe qui pense à Dieu, c'est pas bien. En tout cas, c'est forcément un philosophe mineur. Voilà. Ça ira forcément dans la catégorie des philosophes mineurs. Donc Ibn Arabi, oui, il a un système de pensée incroyablement cohérent. Le problème, c'est que ce qui est au centre de son système de pensée, c'est Dieu, c'est ballot. Donc forcément, tu verras pas Ibn Arabi à la grecque, ou alors simplement pour dire oui, c'est une fois tous les 10 ans, comme ça, c'est ce petit penseur exotique, c'est très marrant, vous savez, c'est un mystique. C'est un mystique. Donc là, ça peut pas être un philosophe, vu qu'il est mystique, oui, très bien. Et ça aussi, c'est le problème des cases, hein, parce que quand tu es au Conseil national des universités, la première chose que tu fais, c'est de mettre les choses dans des cases. Et après toute ta vie, tu pourras plus penser qu'avec des boîtes. Bon. Eh ben, je donnais donc cette conférence là-dessus. J'ai besoin de faire justement une mise en relation d'Ibn Arabi avec des grands philosophes plutôt occidentaux, donc Schopenhauer, Kierkegaard, Kant, Deleuze, Nietzsche. Bon, bah, je fais une petite discussion avec ChatGPT. C'est très au-dessus d'une copie de la grecque, ce qui m'a sorti. Très au-dessus. T'auras jamais une copie de la grecque qui va te demander de mettre en relation le système de pensée d'Ibn Arabi avec Kierkegaard, Kant, Deleuze, Hegel et Guattari et même Derrida. Ça n'existe pas, ça. Tout simplement parce que t'as aucun prof qui peut le faire. T'aurais aucun prof qui arriverait à corriger cette copie in the first place. Dans toute la France, je te mets au défi de trouver un seul prof, ça peut être collégial, ils peuvent être 3 ou 4 collègues, mais un seul prof qui est capable d'analyser rigoureusement une mise en relation d'Ibn Arabi avec tous les autres philosophes que j'ai cités, ça n'existe pas. À cause du Conseil national des universités qui fait que tu peux être validé que dans certaines disciplines, donc t'as pas une discipline du mec qui arrive à faire cette mise en relation, donc à la limite tu fais un séminaire. T'en rajoutes 5 ou 6 et puis ils vont discuter, chers collègues, et à la fin ça va donner quelque chose ou pas. Et ben ChatGPT te le fait. Alors attention, c'était la version pro qui coûte 200 balles par mois, ok. Bon. Ça veut dire que dans 5 ans ça sera la version que tout le monde a, ou même pas, dans 1 an, dans 2 ans, ça sera la version que tout le monde a. Bon, bah si ça fait mieux que ton système éducatif, ça va te coûter seulement 200 balles par mois. Bon, ce qui est aujourd'hui plus cher que les frais d'inscription en fac en France, encore une fois, que vaut l'éducation. Donc, t'as d'un côté des États qui vont pas accepter que l'éducation, ça doit être l'éducation de l'âme, parce que déjà, ils reconnaissent pas l'âme in the first place. Et de l'autre, des humains qui doivent veiller à leur propre intérêt. Le choc est inévitable. Et le choc, on le voit maintenant.
Ouais. Donc pour moi, tu vas avoir des générations perdues. Ce que disait, tu sais, Allen Ginsberg, le grand poète de la Beat Generation. J'ai vu les esprits les plus brillants de ma génération sacrifiés. Pourtant, il parle de l'après-guerre, oui, mais ils ont été sacrifiés à le McCarthyisme, l'Amérique des années 50, avec la robe rose bonbon et les flamants roses en plastique sur les pelouses. C'est à ça qu'ils ont été sacrifiés. Je vais pouvoir dire la même chose. Avec une chemise bûcheron et un jean en selvedge japonais, je vais pouvoir dire, en beat poetry, j'ai vu les meilleurs esprits de ma génération sacrifiés pour essayer de courtiser Polytechnique, les malheureux, pour essayer de courtiser une fac française. Ils ont perdu 10 ans de leur vie. Voilà. Et eux vont voir des gens qui auront eu le courage, et c'est beaucoup de philosophes, notamment celui dont j'ai oublié le nom, qui a écrit L'éloge du carburateur. Ça fait plus de 15 ans qu'il a écrit ce bouquin, 10 ou 15 ans. C'est un philosophe universitaire qui a tout plaqué pour être mécano. Et il a cartonné, oui, parce que il s'est rendu compte, en fait, que revenir à des vertus essentielles, revenir à des vertus fondatrices. Tous les grands maîtres soufis avaient un métier concret. Bahauddin Naqshband, le fondateur de la Naqshbandiya, il était, comme son nom l'indique, dessinateur. Naqshband, ça veut dire le dessin. Et avoir un vrai métier aussi, c'est nécessaire, qui peut être éventuellement intellectuel, c'est pas forcément antinomique, mais lui s'en était rendu compte, il était précurseur, donc encore une fois j'ai oublié son nom, mais le bouquin c'est Éloge du carburateur, traduit en français, traduit en plein de langues. Il avait déjà tout compris avant l'IA, mais l'IA accélère ça aujourd'hui. Et en réalité, c'est vers là qu'il faut tendre, mais l'hyperstructure bureaucratique éducative est complètement aveugle à ça. Aveugle, elle ne le voit pas. Comme elle ne le voit pas, et qu'elle continue à bénéficier de la confiance de la majorité des familles, je peux te confirmer que tu as une majorité d'élèves qui vont perdre 15 ans de leur vie, 20 ans de leur vie, en incluant 20 ans, tu sors tes études, tu sors des études à 23 ans, je pense, pour la moyenne française. Or, maintenant, tu dois y rentrer à 3 ans. Donc, je peux te confirmer qu'à l'heure où on parle, tu as déjà une machine à hacher la viande, plutôt à hacher le cerveau, qui est en train de broyer la majorité des aspirants à la connaissance et à l'éducation pour des études qui n'ont que très peu de valeur intrinsèque. Avec la rarissime exception des professions réglementées, médecins, avocats. Non pas que c'est un... Je dis pas que la médecine, les écoles de médecine aujourd'hui sont efficaces. Elles le sont pas, elles sont nulles. Elles sont nulles. Tu pourrais faire beaucoup mieux, justement, avec des IA, avec du mentorat, avec beaucoup de réalité virtuelle. Tu pourrais faire beaucoup mieux. Je dis pas qu'elles sont bonnes, elles le sont pas. Mais en termes d'investissement, c'est une profession réglementée. Donc tu es obligé de passer par là. Tu peux pas t'improviser médecin comme ça. Tu peux pas dire que tu as été autodidacte en médecine. C'est pas possible. Il n'y a pas de concours avec candidat libre. Pour le bac, si, au passage. Donc, pareil, pour avocat, si, tu peux passer le barreau en candidat libre aux États-Unis, par exemple. C'est, donc, et en France aussi, je crois, d'ailleurs. Ouais. Donc, techniquement, même avocat, tu peux te poser juste qu'il faut une sacrée paire de gonades, mais tu peux. Et c'est ce que, d'ailleurs, Abraham Lincoln avait fait en son temps, bien sûr, et ce qui a fait que c'était un juriste très hétérodoxe et très bon, pour le coup. Donc, moi, je suis dévasté par cette broyeuse. Elle me terrifie. Parce que je la vois. Et ouais, vraiment, elle me terrifie. Justement, on parlait... là, tu parles de cette broyeuse. Et on dit souvent que le cerveau, je ne sais pas si tu as entendu cette expression, mais de dire qu'on n'utilise que 5% de nos compétences. Ou 5 ou 10. Voilà, 5 ou 10. Donc c'est vrai ? Alors, c'est une question très intéressante. Je t'ai dit, là, à une certaine époque, fallait dire, sur l'intelligence artificielle, il fallait dire « Oh, monsieur, les chatbots ne sont pas de l'IA ». Pour signaler sa connaissance, ce qu'en psychologie, on appelle le human peacocking, ça veut dire faire le pan, pour faire la roue. Donc, pour signaler, ça, c'est de la signalisation. Pour signaler que tu es neuroscientifique, il n'y a qu'une seule réponse à cette question, c'est non. On n'utilise pas 10% de notre cerveau, c'est faux. Okay. Ça, c'est... voilà, pour montrer que tu es neuroscientifique, tu dois répondre non à cette question. Justement, et je vais te confirmer que ça ne sélectionne pas que les neuroscientifiques. En fait, ça sélectionne les demi-habiles qui ont vaguement lu un truc d'esprit critique ou quoi. Bon. En réalité, la vraie réponse est infiniment plus subtile. Et là, on rentre dans la vraie recherche. Cette notion, elle vient d'un vrai immense psychologue qui est un des fondateurs de la psychologie moderne, qui s'appelle William James, et qui a jamais utilisé la notion 10%. Ça, c'était pour tu sais, les gens, ils aiment bien les quantités, comme disait René Guénon, on est dans le règne de la quantité. Donc, un journaliste, un scientifique, dans les années 30 ou 20, a décidé de mettre un pourcentage sur cette idée. Il n'était pas forcément conscient que ça venait de William James, mais sur cette idée de William James. William James a dit un truc qui est tout à fait vrai. Il a dit « La plupart des humains ne vivent que dans un périmètre très limité de leur potentiel intellectuel. » C'est complètement vrai. Et en fait, dans ce cas-là, la bonne réponse
au-delà du demi-habile esprit critique qui va te faire un short sur Instagram pour t'expliquer la vie, si on devait donner un chiffre, ben, ce serait pas 10%, du coup, ce serait 0,01 peut-être. Parce que si tu parles par exemple des noèmes, un noème, c'est un objet de la vie mentale. Donc c'est Husserl qui a popularisé ce terme, donc noème du grec nous. Bah, si tu analyses le périmètre des noèmes, donc toutes les idées que tu pourrais avoir, évidemment, toutes les idées que tu pourrais avoir, c'est infiniment plus grand que toutes les idées que tu auras dans ta vie. Si jamais tu divises, tu donnes à quelqu'un une feuille de papier, et tu divises la valeur de ce qu'il va écrire sur cette feuille de papier par ce qu'il aurait pu écrire, bah, ça tend vers 0. Donc du coup, la fraction, c'est pas 10%. 10%, c'est énorme. C'est pas 0. Mais non, la fraction, elle tend vers 0. Tu divises par l'infini, donc ça tend vers 0. Et ça, c'est la réalité. Et c'est exact. C'est exact. Donc, nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. D'un point de vue purement physiologique, qu'est-ce que ça veut dire ? Le cerveau, il est super bien foutu. Hein, donc, 10% de l'énergie, le cerveau, il est optimisé. Mais en même temps, tu as des phénomènes neuroscientifiques précis, comme par exemple le syndrome du savant acquis. Des gens qui, à la suite d'un trauma, vont parler une langue. Donc, t'as quelqu'un, il s'est pris une balle de baseball, pas une batte, hein, une balle, mais comme ça, sur le lobe occipital, puis poum, portugais. Voilà. Il sait parler portugais. C'est documenté. La prévalence connue dans la population générale, c'est autour de 1 sur 1 milliard. Donc, t'as des maladies rares qui sont 1 million de fois, pardon, 1000 fois plus. T'as des maladies rares qui sont 1000 fois plus fréquentes que ça. Et on ne sait pas l'expliquer, le syndrome du savant acquis. Alors, il y a différentes théories qui disent que, en fait, quand tu vois, par exemple, quelqu'un jouer du piano, immédiatement, par tes neurones miroirs, tes neurones canoniques, autres, tu as une sous-population de neurones dans ton cerveau qui sait le faire. Mais la question, c'est lui donner la parole. Et lui donner la parole, c'est faire une sorte de tapis rouge. Quand ton cerveau apprend, en fait, tu as des neurones inhibiteurs, parce que tu as tous les mouvements possibles. Tu es là sur un piano, il y a ton cerveau qui peut se dire, tiens, si je faisais ça ou ça, si j'appuyais sur la touche noire plutôt que la blanche. Et en fait, devenir un concertiste à Carnegie Hall, c'est justement avoir dit ta gueule, et je le dis vulgairement pour que les gens se rappellent, à tous les neurones qui te font des suggestions débiles. Ils disent, tiens, si tu appuyais sur la... Non, en fait, là, dans cette gamme, il faut appuyer sur celle-là et seulement sur celle-là. Donc, c'est de la suppression. Il faut inhiber. Et l'inhibition te crée un rapport signal sur bruit correct. C'est-à-dire, tu n'as que, dans tes schémas moteurs, tu n'as que celui qu'il faut au bon moment. Bon, ça, c'est savoir parler, par exemple. Dans un schéma moteur, je peux avoir envie de dire non, mais dans le contexte, il faut que je dise un truc précis. Ouais. Donc, c'est de l'inhibition. C'est pour ça que le cannabis augmente la créativité, il réduit l'inhibition. C'est pour ça que l'alcool augmente la créativité, mais il n'y a pas de repas gratuit. Moi, par exemple, je touche pas au high kick parce que je suis conférencier. Et alors là, reset ta mémoire, très mauvais bail si jamais tu veux faire une conférence. Tu vas te retrouver là, voilà. Tu sais, t'as même un rocker, je sais plus pour quel groupe, en fait, ils s'étaient tellement déboîtés. Tu sais, les Américains, ils fument pur. Et ils mettent pas de tabac. Hein. Pour nous, on est des barbares. Hein. Pour eux, voilà, pour eux, nous, on est des barbares. Snoop Dogg a fait une déclaration. Il a dit, ah là, j'ai appris qu'en Europe, ils font un 50-50. Vous êtes des fous. Moi, c'est de la weed pure. Mais bon, au passage, c'est parce qu'ils ont pas de cirage aux États-Unis. Ils ont pas de shit, en fait, tout simplement. Ah, okay. Ouais, ils ont que de la bœuf, donc c'est normal qu'ils aient pas inventé le fameux concept du 50-50, mais je m'écarte. Eh ben, paye ta monétisation sur YouTube avec cette déclaration. T'avais un chanteur américain, il avait écouté une chanson, il avait montré à ses potes de son groupe, ils ont dit mais teubé, c'est la nôtre, c'est nous qui l'avons écrite cette chanson. Tu vois. Il était tellement déboîté que bon. Oh, wow. Donc inhibition, cerveau, expertise. En réalité, devenir bon, c'est d'abord inhiber. Et après, tu peux avoir envie de reset, d'où l'intérêt des champis, ou bien si tu veux pas prendre de trucs, de la méditation. Et dans ce cas-là, en fait, le syndrome du savant acquis s'expliquerait par le fait que tu as une population de neurones dans ton cerveau instantanément, quand tu as vu un mec jouer la grande valse brillante de Chopin dont on parlait tout à l'heure, qui sait le faire, mais ton cerveau n'a aucune raison de donner la parole à cette population précise. C'est un problème d'ailleurs d'ordre politique. Dans une nation, tu as des talents. Et les bons talents qui peuvent résoudre le problème national au bon moment, les trouver dans la population générale, c'est très dur. C'est ce qui fera dire à Idriss Shah, la raison pour laquelle je m'appelle Idriss. Mon père était fan d'Idriss Shah. Idriss Shah dira, l'histoire, hélas, c'est les mauvaises personnes au mauvais moment, la plupart du temps. Les mauvaises personnes au mauvais moment. Et bien l'histoire de notre cerveau, c'est la même, l'histoire des nations, c'est la même. Les nations, pour l'apartheid, l'esclavage, la diplomatie, la résolution de conflits, les sciences,
tu avais peut-être les bonnes personnes dans le corps national, regarde Nikola Tesla typiquement, qui avaient la réponse, et le bon groupe de personnes qui avaient la réponse à un problème qui a pu tuer des millions de gens. Mais la nation, la structure, n'était pas assez intelligente pour leur donner la parole. Parce que la structure va donner la parole à des polytechniciens, d'autres trucs. Elle a un schéma de priorisation de à qui a le droit à la parole, qui n'est pas adapté aux vrais besoins. Le cerveau a ces problèmes aussi. Si le cerveau donne la parole à n'importe quelle population de neurones, c'est de la psychose, schizophrénie, hallucination. Une schizophrénie, c'est le cerveau qui donne la parole, qui donne accès à la conscience à des populations de neurones qui ne devraient pas accéder à la conscience. Une schizophrénie, c'est le cerveau qui donne accès à la conscience de façon délibérée, qui donne accès à la délibération, à ce qu'on appelle l'espace de travail mental, à des populations de neurones qui ne devraient pas, qui devraient rester locales, qui devraient aider une autre population à côté d'elle ou branchée à côté d'elle ou branchée à elle à longue distance, mais pas en donnant accès à la conscience. Et t'as ça aussi sous LSD, au passage. Quand tu prends un psychédélique, tu vois des boules de feu et tout. En fait, tu vois des populations de neurones qui n'ont pas normalement accès à la conscience, qui font un travail, par exemple, reconnaître les formes, reconnaître des sons, etc. Et d'un coup, elles ont accès à la conscience, ces trucs-là. Donc, t'es pas opératif quand tu prends du LSD, parce que tu peux pas conduire un bus, tu peux pas. Enfin, il y a peut-être des mecs qui ont essayé, mais c'est déconseillé, tu vois. Et le syndrome du savant acquis, c'est un énorme, vraisemblablement, c'est un énorme coup de bol, où le trauma, pour une raison X ou Y, va donner la parole pile poil à la bonne population de neurones, des coups de bol. C'est-à-dire, imagine, t'es chef d'État, tu tires au sort les gens que tu vas recevoir, et toi, t'as des problèmes sur ton bureau, du genre, le déficit public, le cancer, et là, boum, tu fais random, tu choisis des Français random qui vont venir te parler pendant 2 heures, et il se trouve que c'est les mecs qui ont la réponse à tes problèmes. C'est ça, le syndrome du savant acquis, vraisemblablement. Et du coup, ça démontre que oui, on n'utilise que X% de notre cerveau. Mais du coup, c'est même pas 10%. Si là, je pouvais claquer dans mes doigts, et que le problème politique de mon cerveau, parce que le cerveau, c'est une planète, 86 milliards de neurones, 10 milliards d'êtres humains pour nous, 86 milliards de neurones. Il n'y a pas que les neurones, il y a les cellules gliales aussi. Mais si le problème politique du cerveau, qui est le problème de donner la parole aux bonnes personnes au bon moment, t'imagines l'Uchronie, l'histoire alternative, si dans l'histoire, on avait toujours donné la parole à la bonne personne au moment, mais laisse tomber, à l'âge de pierre, on était déjà sur Mars. Bon. Eh ben, si jamais mon cerveau pouvait toujours donner la parole aux bons neurones au bon moment, mais c'est même pas 10%. Là, c'est une division par l'infini que tu fais. Là, c'est 1 sur l'infini que tu fais. Donc voilà, pour répondre à cette question rapidement, la réponse du teubé de semi-habile qui a vaguement lu une fiche de zététique à une station-service, littéralement, ils vendent des fiches de zététique aux stations-service, c'est pour te donner la valeur du truc. Il va te répondre « Ah non, c'est faux, c'est un neuromythe ». Le mec vraiment intelligent va te répondre, en fait, c'est 10%, c'est beaucoup trop. En fait, si on devait vraiment reprendre William James et le syndrome du savant acquis, ça serait 1 sur l'infini. On parle depuis tout à l'heure de l'apprentissage. On se rend compte, en tout cas moi je me rends compte en échangeant avec toi, surtout en t'écoutant, qu'effectivement il y a pas mal de choses à désapprendre. Et est-ce que tu penses que pour le cerveau, c'est possible d'apprendre à désapprendre ? Alors la réponse est complètement oui. Ok. Ce qui nous rend, en fait, ce qui crée cette rétention, tu sais, t'avais la théorie selon laquelle les bébés ont du mal à faire popo parce que ça fait partie d'eux. Tu sais, t'as énormément de neurones dans les intestins, c'est ce qui fait qu'une entérite est aussi douloureuse, une colique est aussi douloureuse, ou une balle dans le ventre est aussi douloureuse. Et donc, pour un bébé, évidemment, son popo fait partie de lui. Et l'école nous apprend à faire comme ça avec la connaissance. L'école nous crée des rétentions de connaissances. Et ça, c'est débile. C'est débile parce qu'à une époque où la connaissance évolue aussi vite, elle va doubler tous les 10 ans. Avant, quand j'ai commencé, c'était de l'ordre de tous les 10 ans. Maintenant, c'est tous les 2 ans. La connaissance mondiale double tous les 2 ans. Pas forcément la connaissance utile, attention. Il y a beaucoup de spam aussi, mais ça reste de la connaissance, c'est-à-dire des choses reproductibles. La quantité de choses reproductibles double autour de tous les 2 ans. Évidemment qu'il faut savoir vider l'entrepôt. Évidemment que c'est plus un entrepôt à l'ancienne où tu gardes tout pendant toute ta vie. Non, ça c'était du temps du Moyen-Âge, ça. Mais maintenant, il ne faut plus faire ça. Donc évidemment qu'il faut un flux dans l'entrepôt. Des entrées et des sorties. Ouais. Mais l'école, pareil, elle n'a pas du tout appris ça. Parce que l'école, elle marche exactement comme du temps de Jules Ferry. Avec la blouse et puis honnêtement, opérationnellement, elle marche de la même façon. On veut interdire le smartphone, t'as encore le bureau. Alors la seule différence, c'est que la table est encore moins ergonomique. Avant, la table était comme ça, maintenant elle est plate. Bon, pour des raisons de budget.
Donc, ok, mais t'avais le poil, la blouse, voilà. Bon, on reparle de l'uniforme aujourd'hui. Enfin, on est en 2025. J'ai rien contre l'uniforme en soi, mais je veux dire, voilà les préoccupations de l'école, si tu veux. C'est de la superstructure. C'est, ok, est-ce qu'on revient à 1873 ou pas, tu vois, bon. Ok, on est à l'époque de l'IA. Les Chinois vont lancer des avions civils qui feront du Mach 4. Et vous êtes à vous poser la question de si on va revenir à la blouse ou pas à l'école. Mais voilà, bon. Pourquoi vous êtes aussi teubé ? Parce qu'il n'y a aucun coût à être teubé. Enfin, en tant qu'entité, en tant qu'administration, en tant que bureaucratie, superstructure, vous n'avez aucune pénalité à être collectivement désattardé. Donc, vous êtes désattardé collectivement. Et en plus, vous êtes désattardé qui bénéficiez du respect public. Parce que vous avez des palmes académiques, vous avez des statuts universitaires, et que le clampin moyen, quand il voit ça, il est là, oh monsieur, bon voilà. Donc le système ne va pas changer parce qu'il n'a aucune raison, aucune incitation à changer, la théorie des incitations. Mais, si tu veux, une des grandes questions normalement que l'école devrait se poser, c'est cette logistique de la connaissance. L'entrepôt, comment faut le vider ? Comment apprendre aux élèves à le vider ? Eh ben, on n'apprend pas. Donc, c'est pas le cerveau le problème, c'est que les gens à qui on parle dans la rue, à cause de l'école obligatoire, ils ont appris à faire de la rétention de connaissances. Et du coup, ils savent pas désapprendre. Ils ont même appris que désapprendre, c'était mal. Ouais. Et c'est pas du tout les équiper pour la vie qui les attend. Mais je pense même que, moi, cette notion de désapprendre, je l'ai appris très tardivement, je savais même pas que c'était possible. Voilà. Mais tu l'as appris très tardivement parce que t'es passé par l'école obligatoire. T'es passé par l'école maternelle où la prof a toujours raison, t'es passé par le primaire où t'as des dates à retenir, où t'as des trucs à retenir. Donc, de façon complètement subconsciente, ton cerveau, il a imprimé qu'en fait, désapprendre, c'était mauvais. C'était quelque chose, c'était un comportement qu'il fallait sanctionner. Qui était sanctionné. D'ailleurs, si t'avais oublié un truc, oublier, c'est un comportement qui est sanctionné à l'école. Il n'y a aucun moment où tu vas avoir une bonne note pour avoir oublié. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas administrer l'oubli. Et comme l'école, tu sais, ce que disent les ingénieurs, quand tu as un marteau dans la main, tu vois tous tes problèmes comme des clous. L'école est une bureaucratie administrante. Bon, une bureaucratie administrative et administrante, elle voit tous ces problèmes comme des choses administratives et administrantes, ou administrables. Est-ce qu'on peut administrer l'oubli ? Non. Donc l'oubli n'existe pas à l'école. Pour le cerveau, il existe. Alors soit tu as les psychédéliques, etc., qui sont faits pour ça. Reconnecter le cerveau, ça veut dire, t'avais c'est de la pâte à modeler, t'avais une sculpture en pâte à modeler, tu refais une boule. Bon. Si la sculpture était pourrie, c'est bien de faire une boule. Si la sculpture, c'était le penseur de Rodin, c'est pas forcément une bonne idée de faire une boule. Je me compare pas à Rodin, mais c'est la raison pour laquelle je fume pas de haki, si tu veux. C'est parce que moi, en fait, avec toutes les confs que j'ai faites, j'ai pas envie de refaire une boule, tu vois. C'est pas le délire. Bon. Mais sur certains points, si je veux refaire une boule, j'ai d'autres techniques que de fumer du haki pour ça. Et il y a des méthodes sans forcément prendre de substance, parce qu'on est dans un monde capitaliste, et aujourd'hui, même la gauche est capitaliste, elle est complètement structurée par le capitalisme intellectuellement, elle se dit juste anticapitaliste, mais la totalité de son fonctionnement est en réalité héritée du capitalisme, avec du one push button, du service, livraison immédiate, Uber, etc., ce que tu veux intellectuellement. Parce qu'elle veut des solutions immédiates, une pensée immédiate, oui, non, cocher des cases, etc. Donc dans ce modèle-là, si t'es un mec en Sarwell avec des dreads dans une ZAD, tu vas quand même te dire, pour reset mon cerveau, je préfère du haki. C'est une pensée totalement capitaliste. C'est une pensée 100% capitaliste. J'ai un problème, je vais prendre du beurre à kick pour reset mon cerveau, tu vois. C'est bon. Un vrai sage, il te dirait, non, peut-être médite, peut-être prendre d'autres techniques, change tes activités, deviens néophile, c'est-à-dire essaie de t'intéresser à des choses nouvelles. Parce que le cerveau, en fait, il fait de la place quand tu décides d'apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je recommande la néophilie dans Libérer votre cerveau, au passage. Parce que c'est une des façons de reset son cerveau, entre guillemets. Et la néophilie, c'est pas seulement je vais ouvrir un autre livre. Non, apprends un truc qui est pas dans les livres. La vraie néophilie, ça commence par là. Je suis un rat de bibliothèque, j'étais major du concours de général, j'ai fait Normal Sup, j'ai fait la Greg. Ne me dis pas que t'es néophile parce que t'as ouvert un énième bouquin. Dis-moi que t'es néophile parce que t'as changé un carbus sur une Harley Davidson, s'il te plaît. Donc, et ça, c'est une façon de reset son cerveau aussi. La nouveauté. Se mettre dans des situations où on n'a jamais été. Exactement, le cerveau sortir de sa zone de confort. Ouais. Ok. Tu as déjà un petit peu parlé, mais genre, par rapport au talent, est-ce que tu y crois, toi ? Oui, mais tu sais, on cite souvent Brassens, sans travail, le talent n'est rien qu'une sale manie. Oui, il y a des prédispositions. Tu as des gens alors qui sont... Par exemple, on va prendre un cas qui relève pas du talent, mais qui peut illustrer ça. La synesthésie. Donc, tu associes couleur et son, couleur et note, couleur et date. Et tiens, cette date, elle est marron pour moi, elle est bleue pour moi. Apparemment, on serait tous nés avec.
Et on la perdrait. Parce qu'en fait, la synesthésie, c'est quoi? C'est des synapses dites hebbiennes, de Donald Hebb. Ça a donné plus tard les IA, hein, une partie des IA. La synapse hebbienne, c'est fire together, wire together. Des neurones qui s'activent ensemble vont se connecter ensemble dans le cerveau. Donc les neurones hebbiens sont des neurones, et synapses hebbiennes sont des neurones où des neurones qui sont activés ensemble vont se connecter. On se dit, tiens, c'est marrant, on a été activés ensemble, donc peut-être qu'on doit travailler ensemble. Et ça te permet d'ailleurs d'apprendre à lire, à écrire, parce que tu associes des sons et des images. Donc c'est pas évident ça. À la naissance, on n'associe pas les sons et les images. Mais ensuite, tu associes une ancienne tête de taureau, la lettre A, qui a été retournée, et la lettre A, donc qui représentait vraiment une tête de taureau, parce que la richesse dans les civilisations agro-pastorales, c'était les taureaux. Et tu l'associes à A, qui est un des sons les plus faciles à prononcer au passage. Et là, tu as une synapse hébienne qui s'est créée. Apparemment, on a tous des associations spontanées entre couleurs et sons. Et puis d'autres trucs, hein. Les synesthésies, il n'y a pas que couleurs et sons, j'ai oublié tout ce qu'il y a, mais voilà. Mais on les perd. Donc, est-ce que le talent, c'est de ne pas perdre ce pourquoi on est prédisposé à la naissance, ou est-ce que y a vraiment des gens qui ont des affinités avec certaines choses? Tu prends par exemple les échecs, c'est vraiment de la mémorisation. Les échecs, c'est des caractères chinois. Tu as une grande poétesse chinoise qui a écrit un poème complètement incroyable, qui est une sorte de sudoku. Tu peux faire ça qu'avec des caractères, parce qu'avec c'est un sudoku de caractères chinois. Tu as 4000 poèmes dans cette grille. Tu peux le lire en diagonale, tu peux lire vertical, horizontal. Elle t'a arrangé des caractères chinois. Ça te fait 4000 poèmes différents. Les échecs, c'est ça. Les échecs, c'est que tu arrives tout de suite à reconnaître un schéma, parce que vu les temps de réaction que tu dois avoir, on en revient à l'expertise. Magnus, temps de réaction, en fait, il voit un échiquier, il voit un caractère chinois. Il y a 50 000 caractères chinois qu'il faut connaître. T'aurais dit aux mandarins qu'un jour, tous les Chinois parleraient chinois. Ça saurait lire et écrire le chinois, ils auraient rigolé. Hein. Ils se seraient dit, mais non, nous, littéralement, on a créé cette langue pour la rendre compliquée, pour que le connard moyen puisse pas la maîtriser. C'était fait exprès. Pour contrôler l'empire, l'administration, encore et toujours. Il fallait pas, évidemment, que l'abruti de Wulumuchi, Urumqi, puisse maîtriser les caractères chinois, parce que sinon, il allait pouvoir s'administrer tout seul. Ça va pas. Il fallait que le mandarin fût maîtrisé par les mandarins uniquement. Bon. Bah aujourd'hui, on peut. En fait, maîtriser le chinois et avoir les performances de Carlsen aux échecs, c'est très comparable. C'est très comparable, parce que Carlsen, quand il voit un échiquier, il voit une lettre, et il voit une grammaire, et il voit ce qu'on appelle une pragmatique, c'est-à-dire un contexte. Oula, après cette lettre, il faut mieux mettre celle-là. Il y a un enchaînement. Et lui, donc, un état de l'échiquier, c'est un caractère chinois. Bon, bah, un état de l'échiquier, c'est l'état des pièces sur un 64. Bon. Bah, c'est ça en fait. Enfin, 64 par. Ouais. Combien de cases c'est un échiquier? Je m'intéresse tellement peu aux échecs fondamentalement. Bon, bref, mais c'est. Voilà. Un état de l'échiquier, c'est un caractère pour lui. J'ai travaillé avec des prodiges. T'avais un qui s'était beaucoup entraîné, c'était un prof de maths. Il avait fait un tour de cavalier pour un échiquier. Donc, un tour de cavalier, c'est un cavalier peut faire toutes les cases de l'échiquier. Une seule fois. Bon. Une seule fois. Okay. Et ça s'appelle un tour de cavalier. Bon. Et il devait justement remplir, donc c'était sur une émission de Christophe de Chavannes, qui était produite par Endemol, qui s'appelait Les Extraordinaires. Et j'étais expert scientifique de ça. Et en effet, en soi, alors c'est impressionnant, tu vois, il doit passer des nombres pour que ça fasse un sudoku, justement, pour que ce soit cohérent. Et tu as un collègue youtubeur à moi qui s'appelle Michael Launay, qui fait une très belle chaîne qui s'appelle Micmat, qui t'explique, qui avait fait une bonne vulgarisation du fait que le tour de cavalier existe. Mais un aspect qui lui avait un peu échappé d'un point de vue neuroscientifique, c'était le 99,999%, c'est-à-dire faire cette tâche sous stress avec un public de façon aussi fiable, et les temps de réaction aussi courts. Ça, alors en l'occurrence, ce mec, il s'était entraîné, mais qu'est-ce qu'on doit appeler le talent là-dedans? Le fait qu'il ait eu une affinité pour ça? Parce que s'entraîner, se farcir 500 heures de ça, je pense pas qu'il était à 500 heures, mais encore que, c'est une vraie question. Il a pas voulu me répondre quand je lui ai demandé combien d'heures il avait fait, donc c'est secret. Mais combien d'heures il faut pour atteindre ça? C'est une vraie question. Bah, petit 1, ça change selon les individus, ça j'en suis sûr. Qu'il y ait une variabilité du nombre d'heures. Tu prends par exemple Edgar Gros-Piron, ami aussi et vrai modèle sur la question de l'expertise. Il t'explique qu'il a eu les médailles qu'il a eues aux Jeux Olympiques, donc d'Albertville. À l'époque, il n'y avait pas encore les skis paraboliques. Et le mec, il a fait un hold-up sur les médailles d'or. Il t'explique qu'en sélection équipe de France, c'était pas le meilleur. Il n'était pas le meilleur. Et il te le dit clairement, il y avait un mec, honnêtement, il faisait des descentes, des virages, des plantés de bâton meilleurs que moi. Sauf que moi, Edgar Gros-Piron, dit-il, je me suis rendu compte que, comme il était au top, il se corrigeait plus beaucoup. Parce que quand t'es au top, t'as plus beaucoup de raisons de te corriger.
Et donc là, il a fait une vraie réflexion, un zoom. Il s'est dit, avec les genoux qu'on a, bon, là, il y a une vraie génétique. Je veux dire, si tu as des genoux faibles, alors, tu as toujours des contre-exemples. Je veux dire, tu as des tarés, un mec sans bras qui fait du vélo, tu as toujours des trucs de dingue. Mais bon, toutes choses égales par ailleurs quand même, si tu fais... par exemple, tu as eu des goals qui étaient grands, tu as eu des goals qui étaient petits. On dit qu'on pense qu'au foot, c'est mieux d'être un goal grand. Donc, typiquement, Gianluigi Buffon, qui est peut-être un des meilleurs goals de l'histoire, il est grand. Ouais, mais Fabien Barthez, il était petit. Bon, tu lui mets une ras du sol, il va l'arrêter plus facilement que Buffon. Bon. Être goal et petit, c'est pas censé être bon jusqu'à ce que ça devienne bombe. T'as toujours des contre-exemples. Mike Tyson, il était petit, il a explosé les poids lourds. Bon, donc c'est toujours plus subtil que ça. Mais bon, t'as quand même des prédispositions génétiques, typiquement les genoux pour faire du slalom, c'est quand même pas mal. Gros-Piron dit voilà, moi je peux faire tant de descentes parce qu'à la fin, mes genoux, ça sera plus possible. Donc maman m'a laissé des genoux de ouf. Mais quand même, à la fin, il y a personne qui continue à faire du slalom à 70 ans. Tu vois. Donc, moi, j'ai tant de descentes. Je sais pas, 10 000, j'en sais rien. Bon, mais disons 10 000, disons 100 000. Et là, il se dit, bon, bah, entre le moment où j'ai commencé ma première descente à 5 ans, ah oui, il a commencé à 5 ans, et le moment où j'aurai une médaille, j'ai tant d'opportunités pour me corriger. Si je veux avoir le meilleur temps, il faut que je me corrige encore mieux. Il faut que le planté de bâton soit encore plus précis. Six Sigma, comme on dit en industrie, ou 99,99% pour le lingot d'or. Donc là, il se dit, bah, je vais noter mes corrections par descente. Donc je sais que d'ici les JO, j'ai encore tant de descentes. Si je veux rattraper l'autre, qui est meilleur que moi objectivement, il va falloir que je me corrige plus que lui. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été sélectionné, il a explosé le game aux Jeux Olympiques. Est-ce que le talent, c'est la capacité à être intéressé par la correction ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas te dire si le talent, c'est Mozart, dès 4 ans. Mozart, c'est son père. Hein. C'est comme Michael Jackson. Hein. Bon, le père de Michael Jackson, c'était une vraie raclure. Vraisemblablement, il lui aurait même donné des bloqueurs de puberté. On commence à se demander si Michael Jackson, son père, lui a pas... T'as des biographes qui se posent cette question. Son père lui aurait pas filé des médocs pour qu'il perde pas sa voix de castrat, entre guillemets, hein, puisque Michael Jackson, il a été connu avant d'avoir fait sa puberté. Et sa voix était connue avant d'avoir fait sa puberté. Donc il y avait une vraie question à se poser, qui était qu'est-ce qui va se passer quand il aura la voix qui va muer. Et on peut se poser la question aujourd'hui de savoir si en tout cas son père était un tyran, était bon. Le père de Mozart, c'était quand même, il était beaucoup plus sympa, c'était beaucoup plus fun, et c'est pour ça que Mozart, il y avait un côté fun que tu retrouves dans Amadeus, qui est pas très exact d'un point de vue historique, mais qui est exact historiquement, Amadeus de Forman, qui te montre le côté joueur de Mozart qui était totalement présent. C'est vrai que Mozart, il y avait un côté fun chez lui. Quelle est la part de talent chez Mozart ? Il avait l'oreille absolue, ça c'est sûr. De toute façon, un mec qui arrive à te reproduire, je sais pas si c'était le Te Deum ou non, c'était un chant de Pâques, enfin, c'était un chant secret du Vatican, il n'y avait pas de partition. Mozart, il l'entend à 5 ans, il te refait la partoche à partir de ça. Ça, c'est du talent, c'est génétique, ça. Bon. Mais avoir envie, parce que par exemple, tu as des gens qui sont talentueux, à la fin, ils peuvent plus faire leur travail parce qu'ils sont dégoûtés. Oui. Thierry Henry, à un moment, alors heureusement, c'était après sa carrière, mais Thierry Henry, à un moment donné, il voulait plus voir un ballon. C'est con, hein, parce que Thierry Henry, il avait un certain talent, même une certaine génétique aussi. Mais après, lui aussi, il va te parler de la génétique, du genre les hanches de Zidane, les hanches de Roberto Carlos. T'écoutes Thierry Henry te parler des coups francs de Juninho, bah là, ça te pose la question de ce qui est génétique et de ce qui est talentueux. En général, c'est le mélange des deux. Ouais. Par exemple, en boxe, t'as eu quelques boxeurs qui étaient génétiquement parfaits. Typiquement, Sonny Liston et Riddick Bowe. Riddick Bowe, c'est un des boxeurs qui était génétiquement parfait. Il avait tout. Riddick Bowe, malheureusement, il voulait pas s'entraîner. Donc il a régné, il a été champion poids lourd, mais il voulait pas, à un moment donné, il préférait aller faire la fête que de s'entraîner. Donc le talent, c'est quoi ? Peut-être le boxeur le plus prédisposé génétiquement, c'était Mohamed Ali. Bon. Parce qu'en lui, en plus, il avait Mohamed Ali, d'un point de vue génétique, et ça, c'est génétique, il mettait des jabs aussi vite que Sugar Ray Robinson, qui était quand même quelques classes de points en dessous. Donc, et on l'a filmé avec un omégascope. Hein, donc, Mohamed Ali, il pouvait te péter une planche en balsa littéralement au temps d'un clignement d'œil. Donc, tu clignes des yeux, poum, tu t'en es pris une. Et évidemment, vu de l'extérieur, ça choque pas trop parce que tu vois tout le mouvement et le bras, c'est long, donc ça te donne pas... Mais bon, tu sais, quand t'es en face, tu vois pas le bras sur sa longueur, tu le vois sur sa perspective, ça, comment on dit. Enfin, et du coup, c'est comme une rapière en escrime. T'as un grand maître de kendo qui tu sais, c'est ça que j'adore avec YouTube. Ils te font un duel rapière-sabre.
Et le grand, tu vois, alors beaucoup de gens disent, oh, là, le sabre, il explose la rapière. Tu vois, puis le grand maître qui a genre 40 ans de métier, il fait, oulala, cette épée, c'est très dangereux. Et il lui demande pourquoi. Il dit, bah, parce que tu t'attaques avec la pointe, et la pointe, c'est ce que tu vois le moins bouger. Parce que tu vois que la pointe, et le temps que tu vois qu'elle est en train de s'approcher de toi, t'es mort. Ouais. Et donc le gars il explique, oh, ces trucs-là, c'est pas idiot, hein, parce que ça, c'est très très dangereux comme arme. Et ben, Mohamed Ali, il avait un jab rapière. Donc, mais quand t'es spectateur, tu le vois pas. Tu vois que donc tu vois son match par exemple le plus légendaire, c'est Astrodome, le Ali de 1966 contre Cleveland Williams. Et Cleveland Williams lui-même te dit, ou même ah putain, j'ai oublié son nom. Mais tu vois pourquoi je fume pas de hakik, parce que là j'aurais oublié beaucoup plus de choses. Un gars qui avait un menton complètement incroyable, qui a jamais été mis KO de toute sa vie. Tu vois, voilà, son nom m'échappe. Il avait dit, voilà, moi je voulais, quand il a affronté Ali, je voulais me rapprocher, puis dès que j'ai été dans le ring, parce que j'avais vu les enregistrements, et dès que j'étais dans le ring avec lui, en fait, je me suis rendu compte, c'est là que tu vois vraiment ce que c'est que sa vitesse. C'est là que tu te rends compte que ça va pas être possible, que le mec il est beaucoup plus rapide et que tu vas rien pouvoir faire. Et voilà, son nom me reviendra, mais là pour l'instant j'ai un trou. Georges Chouvalo, il s'appelait Georges Chouvalo, il avait un casque de moto, enfin plutôt il avait un menton comme ça. Et le mec, il a dit, j'ai embrassé beaucoup de femmes dans ma vie, mais j'ai jamais embrassé le ring, enfin le canvas, I never kissed the canvas. Et Georges Chouvalo qui pouvait en prendre, tu vois. Et d'ailleurs, Ali l'a pas mis KO, puisqu'il a même pas été knockdown de toute sa vie, mais il a perdu au point. Bon, ça c'est génétique, ça c'est du talent. Y a pas de problème, avoir une capacité à t'envoyer un jab alors que t'es un poids lourd, à la vitesse d'un welter comme Sugar Ray Robinson, c'est génétique, c'est clair et net. Mais avoir envie de t'entraîner, mais avoir cet ego. Donc c'est ça la question du talent. T'as eu des gens qui ont gâché leur talent, donc je pense oui que le talent existe, mais je pense que le talent obéit à une définition beaucoup plus subtile qu'on croit. Que l'affinité avec le sujet fait partie du talent, c'est-à-dire à un moment donné, t'adores ça, donc tu vas te corriger plus, donc tu vas faire plus d'heures, donc etc. Tu vois. Et en fait, l'affinité avec le sujet peut battre la génétique, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Le fait, tu vois, un Edgar Gros-Piron, il avait une affinité avec l'autocorrection en slalom. Il avait envie de s'autocorriger en slalom. Il avait envie de s'auto-diagnostiquer, de savoir comment il avait mal planté le bâton. Puis, en plus, c'est un niveau de zoom, parce que pour n'importe qui, il a parfaitement planté son bâton. Enfin, pour n'importe qui d'autre. Pour un type, quand on est à son chamois d'or, je sais pas quoi, il voit pas la différence entre le planté de bâton de Gros-Piron et le planté de bâton du mec dont je connais même pas le nom parce qu'il a pas été sélectionné. Et ben, ça aussi, c'est un niveau de zoom, d'attention. Et la volonté de donner de l'attention à ce niveau de détail, ça fait partie du talent aussi, selon moi. Parce que c'est quelque chose qui t'est propre. Et si on définit le talent comme quelque chose qui t'est propre, bah, ça fait partie du talent. C'est quelque chose qui est spécifiquement propre à toi. Donc si on définit le talent comme ce qui est personnel, ça n'inclut pas que la génétique. Ouais. Mais ça existe, clairement. Mais ça ne fait pas tout. Ça fait penser à la pratique délibérée. Oui, complètement. Ouais. Que j'indique bien sûr dans ma méthode alpine, dans Libérer votre cerveau. Parce que en effet, de toute façon, tu peux pas être. Enfin, c'est Erickson qui a fixé cette définition d'expertise. Tu peux pas être un expert sans pratique délibérée. Et tu as des gens qui justement sont au sommet du game. Quand ils perdent la pratique délibérée, ils sont foutus. Ouais. Tu peux plus rester au sommet du game quand t'as plus la pratique délibérée. Et un mec qui a la grinta et qui a la pratique délibérée, il va t'exploser. Alors que toi, t'es au sommet du game. Donc la pratique délibérée est plus importante que, en effet, d'avoir majoré le concours général ou que sais-je. La plasticité cérébrale, c'est quoi ? C'est le fait que vraiment les neurones ont une redondance. Les bons systèmes sont redondants. Et ça, on l'apprend quand on fait du design. Redondant, c'est-à-dire ? Je vais t'expliquer. Ah, oui. En fait, t'avais un avion, par exemple, militaire américain, c'est le Addis Thunderbolt 2, dit Warthog, Facocher, qui est un avion d'attaque au sol. Tous ces systèmes sont redondants. Ça veut dire quoi ? Il y en a deux pour la même fonction. Donc, t'as un câble qui a pété, on s'en fout, il y en a un deuxième. En fait, cet avion, il peut même voler avec une demi-aile, une aile et demie. Avec la queue à moitié bousillée, il peut voler. Tout est redondant. La totalité des systèmes de cet avion sont... Bon, je ne devrais pas citer que cet avion, parce que, comme dans tout projet humain, tu as du vice et de la vertu. La vertu de cet avion, c'est qu'il est superbement designé.
faut reconnaître. Le vice, c'est que c'est lui qui a aspergé l'Irak avec de l'uranium appauvri. Donc c'est à cause de ça que tu as des enfants qui sont nés mal formés en Irak. C'est un avion qui était fait avec une énorme mitrailleuse 30 mm avec des obus à l'uranium appauvri dedans. Et c'est ça qui a produit de l'uranium appauvri et aussi le syndrome de l'Irak, les soldats qui sont arrivés avec des cas d'infertilité, etc. C'était à cause de ça, parce que les mecs respiraient de la poussière d'uranium appauvri sur les sites où cet avion a été déployé. Toute une réflexion que tu n'auras pas à la grecque de philo d'ailleurs, sur le bien et le mal. Bon, il y a énormément de bien dans cet avion, c'est la vertu des ingénieurs qui l'ont pensé. Il y a des leçons à retirer. Son usage, un peu moins. Et ben, le cerveau, il est designé comme la 2 Warthog Thunderbolt. Là. Il est designé comme ça. Parce qu'il a subi l'évolution. Donc le cerveau, tu lui arraches des bouts, il peut continuer à marcher. Et ça, c'est la plasticité cérébrale. Donc on voit des dingueries des fois. On voit des cas où tu as une jeune femme, par exemple, elle avait tout un hémisphère en moins. Ou genre tout le cervelet en moins. Normalement, quand tu as une ataxie cérébelleuse, tu vois un chien qui a une ataxie cérébelleuse, qui bouge comme ça et tout. Tu vois. Mais elle avait même pas une ataxie cérébelleuse, elle n'avait pas de cervelet. Et ben, elle avait juste des migraines comme symptôme. C'est tout. Tu as eu un gars, il avait un hémisphère en moins, même pas de QI plus faible que la moyenne, etc. Il était au-dessus de 90. Bon. Donc, la plasticité cérébrale, c'est ça. Alors, elle a des origines très intéressantes. Le cerveau, le neurone, ça vient du mouvement. Dans l'histoire de l'évolution, dans l'histoire naturelle, ça vient du mouvement. Au départ, les cnidaires, donc les coraux, les méduses, ont des petits dards, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais des cellules qui peuvent envoyer un petit dard. Et le neurone apparaît plutôt pour ça. La méduse, elle peut coordonner un mouvement, qui est d'ailleurs un mouvement qui est ultra parcimonieux. Ça a été démontré par un professeur à Stanford qui s'appelle John Dabiri, que en termes énergétiques, le déplacement de la méduse, c'est ce qui coûte le moins cher. Voilà, son système de déplacement est de très loin le plus efficace énergétiquement et ça a donné plein de considérations sur l'étude des flotteurs cardiaques, sur la propulsion des drones. C'est un biomimétisme de ouf. Et le neurone apparaît pour ça au départ. Les arbres n'ont pas de neurones. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de cognition. Quand j'ai commencé mes études, on dit les cognitions des végétaux, on ne parlait même pas encore de phytosociologie. Il y a une sociologie des plantes. Il y a des niveaux cognitifs très avancés chez les plantes, mais elles n'ont pas de neurones. Elles n'ont pas de neurones parce que leurs cellules ne migrent pas. Les végétaux ont un développement post-embryonnaire. Les végétaux, en fait, leurs cellules sont cloisonnées, les nôtres aussi, mais sont bloquées par une cloison très épaisse, qui est la paroi pectocellulosique, qui nous donne la cellulose, qui permet de faire du papier, les jeans. Ce jean, c'est de la cellulose de coton. Et ça vient de la cellulose présente dans la paroi pectocellulosique, qui apparemment serait apparue quand les premières cellules plus plastiques, justement, je fais tous ce détour pour parler toujours de la plasticité cérébrale, ont absorbé des cyanobactéries qui ont donné les chloroplastes. Donc c'est les organites qui permettent de faire la photosynthèse, qui rendent les cellules vertes, qui font que les plantes sont vertes. Et en fait, ces cyanobactéries, elles sont venues avec un matériel génétique qui produisait de la cellulose. Donc les cellules qui les ont absorbées se sont destinées à devenir rigides. Ça fait que les cancers chez les plantes sont très rarement dangereux, voire jamais dangereux, parce qu'un cancer, il est dangereux quand il métastase. Il n'y a pas de métastase chez les plantes, vu que leurs cellules, elles sont figées en place. Elles ne peuvent pas migrer. Il n'y a pas de système immunitaire avancé chez les plantes. Il n'y a pas de globules blancs, pardon. Les globules blancs, ils sont capables de faire une extravasation, de traverser la paroi des vaisseaux sanguins. Et pour ça nécessite d'être plastique. Ça nécessite de traverser, de passer entre deux cellules. Une cellule végétale peut totalement pas faire ça. Elle est coincée dans sa barrière et dans sa paroi pectocellulosique. Donc, pas de neurones chez les plantes, pas de globules blancs. Nous, notre développement, il est embryonnaire, pas post-embryonnaire. Donc nous, quand tu vois un embryon au microscope d'animal, ça bouge partout. Les gouttières neurales qui vont former le cerveau, qui vont former la colonne vertébrale, ça bouge. Tu as une migration comme ça. Et donc tu vois la phase de la morula, parce qu'on l'appelle comme ça parce que ça ressemble à une mûre, la phase de la morula qui n'existe évidemment pas dans le développement des plantes, eh bien tu vois tout bouge. Bon. Et donc, tu as la migration des crêtes neuronales, qui nécessitent bien sûr des marqueurs de signalétique cellulaire. Et le cerveau humain, il garde cette plasticité avec des cellules souches qui peuvent migrer, qui peuvent se déplacer. Et il y a quand même tout un compromis. Le système nerveux central a une plasticité plus limitée que le système nerveux périphérique. Pour éviter justement les cancers, Par exemple, dans l'évolution, nos globules rouges, à nous, ils n'ont pas de noyau. Les globules rouges des poulets, ils en ont un. Bon. Et donc, on se demande pourquoi. Vraisemblablement pour limiter les cancers du sang. Vraisemblablement. Il y a d'autres raisons, mais une des raisons, ce serait celle-là. Les virus aussi.
Parce que quand tu as un noyau, les virus peuvent t'infecter, parce que les virus, en fait, ils demandent à la cellule de se produire eux-mêmes. Donc les virus, en fait, ils filent leur plan à la cellule, et la cellule, comme petite usine, va fabriquer des copies du plan. Comme les globules rouges sont plus des usines, du coup, ils ont plus de noyau, tu peux pas les infecter avec un virus. C'est tout con, mais c'est sans doute une des raisons pour lesquelles. Donc il y a des compromis dans l'évolution. Et la plasticité cérébrale, elle est entièrement fixée par ces compromis. D'un côté, elle a de la redondance, comme la de Thunderbolt Warthog dont j'ai parlé, mais de l'autre, elle peut pas être trop plastique non plus, parce que sinon, les cancers seraient dévastateurs. Okay. Sinon, il y aurait tout un tas d'autres problèmes. Donc, voilà, l'évolution a fait des choix pour nous. Quand je dis l'évolution, ça veut pas dire que je me positionne dans le débat. Est-ce que croire en Dieu, c'est croire en l'évolution ? Les intégristes protestants américains pensent que oui, que tu peux pas... pour moi, pas du tout. Pour moi, s'intéresser à Darwin, qui est limité, les théories darwiniennes sont extrêmement limitées, c'est que des théories scientifiques, elles sont déjà largement dépassées aujourd'hui. Mais elles sont intéressantes, elles sont plus proches de la vérité que de croire que Dieu, c'est le Père Noël qui fabrique chaque espèce à la main, une par une. Ça, c'est limiter Dieu. Et d'ailleurs, étant musulman, je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui se posent la question de savoir si la théorie de l'évolution est compatible avec l'islam. 100% oui, selon moi, parce que le devoir du musulman intellectuellement, Ibn Arabi, c'est de ne pas réduire Dieu. Et penser que Dieu, c'est un Père Noël qui peint les créatures une par une, Dieu, c'est pas ce niveau-là. Dieu, c'est un niveau justement d'autocohérence, de multitasking. Il n'est pas sur une chaîne de montage comme Charlie Chaplin dans les temps modernes en train d'assembler. Ah non, c'est pas ça. Voilà. Donc, pour moi, ça c'est pas du tout antinomique. Mais quoi qu'il en soit, dans l'évolution, eh bien, tu as ces compromis qui ont été faits. Et donc, la plasticité cérébrale, en général, on a tendance à la sous-estimer, c'est pour plein de raisons, même des raisons structurelles. Par exemple, un neurologue à l'hôpital, ce que j'appelle la guild shit dans mes travaux, c'est-à-dire la bullshit de guild, c'est-à-dire la bullshit de tes collègues, des trucs qui sont irrationnels mais que tes collègues t'imposent. La bullshit de guild qui s'impose au neurologue, c'est que tu dois pas donner de faux espoirs aux patients. On considère que donner un faux espoir, c'est du charlatanisme, ce qui est vrai, pour le coup. Donner un vrai faux espoir, c'est tout à fait exact, c'est du charlatanisme, c'est mal. Oui. Sauf que du coup, à quel moment tu définis ce qu'est un faux espoir ou pas ? Et donc, comme un médecin a une peur bleue de donner un faux espoir à son patient, l'immense majorité des neurologues va, par la pression de leurs collègues, sauf ceux qui n'en ont plus rien à foutre. C'est eux qui font progresser la médecine en général au passage. Mais l'immense majorité des neurologues, surtout les bons élèves, les premiers de la classe, vont sous-estimer la plasticité cérébrale. Ils vont la sous-estimer en permanence parce que de peur d'aller dire à un patient... d'aller leur donner un faux espoir. Ouais. Donc, tu as plein de cas quand tu analyses les archives médicales. Et moi, d'ailleurs, je recommanderais volontiers aux neurologues et aux médecins et aux écoles de médecine de dire, écoutez, vous prenez aucun risque de donner un faux espoir. Vous allez juste apprendre une liste de cas authentiques. Donc, je veux juste que vous connaissiez, que vous ayez une culture de cas, comme la nana qui n'avait pas de cervelet, comme le type qui avait un hémisphère. Tu as même eu le cas d'un hydrocéphale. Alors là, c'était encore plus grave. Tu mettais son cerveau en imagerie et tu voyais un trou. Le mec, il était vivant. Il était bête, mais il était vivant. Donc, je devrais, pour moi, résoudre ce problème. Ce serait dire à tous les neurologues dans toutes les écoles de médecine, toutes les facs, OK, donner un faux espoir, c'est mal. Le problème, c'est que on ne sait pas, puisque la connaissance évolue, ce qui est un faux espoir ou pas, c'est un fait. Ouais. Et le patient, son intérêt, c'est de mettre toutes les chances de son côté. Eh bien, pour résoudre ce problème, apprenez une liste de cas spectaculaires à donner aux patients. Dites, écoutez, moi, j'ai pas le droit de vous donner un faux espoir, monsieur. Donc, je vais pas vous dire que vous allez marcher au bout de 6 mois, ou je suis peut-être obligé de vous dire que vous ne marcherez plus jamais. Combien de fois on voit des cas de type qu'on dit « le médecin m'a dit que je ne marcherai plus jamais et j'ai marché quand même ». Bon. Donc moi, le médecin devrait être honnête avec le patient, au lieu, bien sûr, comme trop souvent en France, de le considérer, comme tu sais, Jacques Villeray dans le Dîner de con, « Allez, mon petit », tu sais, il caricature ça très bien quand il se fait passer pour un médecin. « Allez, mon petit », voilà, c'est cette espèce de condescendance que tu pouvais avoir, qui a peut-être un peu disparu maintenant, encore que j'ai des doutes. Mais bon, faisons abstraction de cette condescendance. Tu dis au patient, cash, « Moi, de mon côté, j'ai pas le droit de vous donner de faux espoirs, monsieur. Par contre, il est exact que vous devez mettre toutes les chances de votre côté. Alors, j'ai appris en école de médecine, ou par ma curiosité personnelle, ma pratique délibérée, mon talent, j'ai appris une grande liste de cas de gens qui ont battu les espérances. Et ça, c'est ce qu'on devrait dire à tous les patients qui ont d'énormes traumas, des sections de la moelle épinière, que sais-je. Si votre médecin ne le fait pas, demandez à l'IA de le faire.
Parce qu'aujourd'hui, l'IA, elle a accès à la database. Donc, elle va vous sortir, donc vous promptez Grok ou ChatGPT, vous lui dites « Bon, j'ai entendu parler de patients qui ont... tu connais le cliché du patient qui dit « Mon médecin m'avait dit que je ne remarcherais jamais, mais j'ai remarché quand même. Fais-moi une liste avec des sources, une liste précise, garantie, vérifiable de patients qui ont battu les espérances du corps médical pour me donner le moral. » C'est ce qu'on devrait faire pour tous les patients, pour avoir une idée des limites de la plasticité cérébrale. Du coup, pour terminer ce podcast, j'aime bien toujours terminer sur ce qu'on appelle la tradition de la maison tant que le soleil brille. C'est 4 questions qui n'ont rien à voir avec la thématique de base. La première, c'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné? Waouh. Ouais. Tu sais, ne serait-ce que faire des études supérieures, c'était pas un bon conseil, honnêtement. C'est pas quelque chose qui m'a servi réellement. Ça m'a plutôt apporté des ennuis qu'autre chose. Donc là, je te dirais que dans ma vie, le conseil qui m'a coûté le plus cher, c'est celui-là. C'est de faire confiance aux études supérieures. Ouais. Okay. Alors que c'était à moi qu'il fallait que je fasse confiance plutôt. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Croire en moi, clairement. Ouais, croire en moi. Ok. Si tu pouvais créer une loi que tout le monde devrait respecter, ça serait quoi? Très bonne question. J'aurais dû les préparer parce que là, c'est des questions tellement bonnes qu'elles méritent plus qu'une réponse à l'arrache, tu vois, superficielle. Tu vois, par exemple, quand j'ai cité le cas de Warren Buffett pour les incitations, c'est pas une loi pour tout le monde, mais c'est une loi qui changerait tellement le monde. De dire, voilà, écoutez, vous passez une loi que si jamais l'État est en déficit, tous les députés peuvent plus se représenter aux élections. C'est bon, mais tu vois, il aurait pas trouvé cette réponse à l'arrache. Il a énormément réfléchi avant de te sortir. C'est 50 ans d'expérience de vie quand Warren Buffett te sort cette réponse-là. Ça me fait penser à Nassim Nicolas Taleb. Exactement. Skin in the Game. Skin in the Game. C'est cité là-dedans. Nassim Nicolas Taleb aime beaucoup ce cas parce que c'est un cas vraiment, en effet, de skin in the game. Donc, je te donnerai une loi à la rapide pour la bureaucratie puisque ça a été un des sujets de ce podcast. Une loi qui oblige les gens à subir les conséquences de leurs décisions. Tu vois, la bureaucratie, comme le dit Nassim Nicolas Taleb, c'est de mettre un maximum de distance entre le preneur de décision et les conséquences. Et le preneur des conséquences, que quelqu'un prend les conséquences à la place. Et ben, il faudrait une loi que quand tu prends une décision, c'est toi qui dois en subir les conséquences. Tu peux pas isoler quelqu'un des conséquences d'une décision. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est dans une crise politique majeure. C'est que tous les gens qui gouvernent la France sont complètement irresponsables de leurs actes. Complètement. Les conséquences de leurs actes sont prises par le peuple. C'est le peuple qui les subit. Et eux ne vont subir les conséquences que si elles sont positives. Donc typiquement, Laurent Fabius qui va te passer à l'époque une loi sur la défiscalisation des œuvres d'art parce que il est issu d'une famille de marchands d'art. Donc bon, ça serait une loi que tout le monde devrait suivre à l'échelle politique. Oui. Puis la dernière, ma préférée, la citation qui t'a le plus marqué et pourquoi? Fais de ta pensée un empire. Richard Francis Burton. Ouais, je me rappelle. Parce qu'une fois que tu maîtrises ça, tu t'indépendantises, tu deviens... C'est une citation de liberté, quoi. Fais de ta pensée un empire. Et ce qui nous ramène à la question, n'utilise-t-on que 10% de notre cerveau? Si tu poses à un humain la question, est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait de ta pensée un empire? Si tu pouvais faire de ta pensée un empire, quelle différence y aurait entre l'empire maintenant et l'empire dans 20 ans? C'est ça le 10% ou pas. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. C'était super.